La séance est ouverte. La parole est à madame... L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la parole est à madame Sabine Rubin. Cette question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Il y a 3 semaines, ici même, j'interrogeais votre ministre de l'Éducation, plus tout à fait nationale, à propos des graves dysfonctionnements liés à la mise en place des épreuves de contrôle continu, les fameux E3C. Avec un aplomb et un déni incroyables, celui-ci me répondait, je cite, qu'il s'agissait d'un très bon galop d'essai. Depuis, en l'absence de tout dialogue, la fronde ne cesse de s'amplifier. 40% de lycées perturbés, 90% des établissements bloqués en Martinique et Guadeloupe, 10% d'épreuves annulées. C'est sans doute l'effet des 0,1% d'agitateurs radicalisés. Mais en matière de radicalisation, c'est la brutalité avec laquelle vous réprimez cette contestation qui stupéfait toute la communauté éducative. Bien sûr, comme de juste, les professeurs sont sanctionnés. Mais, et c'est là un cas d'école, ce sont désormais les élèves eux-mêmes qui font l'objet de votre répression. Forces de l'ordre devant et dans les établissements. Lycéens gazés, molestés ou matraqués dans les cours de récréation. Menace de 0 à l'examen en cas de refus d'obtempérer. J'ai moi-même accompagné des parents du lycée Ravel, sidérés de voir leurs enfants en garde à vue. Ils sont restés sans nouvelles plusieurs heures durant devant le commissariat du 20e arrondissement. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, le premier agitateur, c'est votre gouvernement. Cela fait 2 années de suite que l'organisation du bac génère un tel chaos au détriment des élèves. Vous faites foi de républicanisme et d'ordre. Est-ce là une manière d'être à l'écoute de celles et ceux qui protestent légitimement contre votre réforme? Votre réponse, monsieur le Premier ministre, est très attendue hors de ces murs. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Rubin. Merci de votre question qui permet de faire un point régulier sur ce sujet du contrôle continu. Le sujet s'y prête. Le fait est que les E3C sont en train de se passer dans l'ensemble des établissements de France, dans l'ensemble des lycées, et dans environ 85% des établissements sans problème. Des régions entières ne rencontrent aucun problème. L'exemple typique, par exemple, Académie d'Orléans-Tours, où le contrôle continu a lieu. Il est toujours important d'en rappeler le sens. Pourquoi y a-t-il du contrôle continu? C'est pour que les élèves puissent travailler en continu. Les épreuves qu'ils passent actuellement comptent chacune pour 1,7%. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 1 million de copies qui ont été rendues et qui donc aussi sont en train d'être numérisées, ce qui, au passage, va représenter aussi une évolution extrêmement intéressante parce qu'on aura des corrections beaucoup plus automatisées et surtout beaucoup plus objectivées. Il y a toute une série de vertus attendues du contrôle continu et d'ailleurs les professeurs le savent parce qu'ils voient bien que depuis septembre, les élèves sont plus au travail parce que la perspective de contrôle continu permet tout simplement d'être concentrés dès le début. Alors, il faut que vous-même, vous puissiez répondre à certaines questions. Est-ce que vous êtes, par exemple, pour ou contre le contrôle continu? Est-ce que vous dites qu'il y a des problèmes d'agitation? Est-ce que vous êtes pour ou contre le blocage des lycées? Autrement dit, est-ce que vous êtes pour ou contre des actions illégales? Est-ce que c'est normal que vous encouragiez des feux de poubelle? Est-ce que c'est normal qu'on voit certains députés LFI encourager des actions qui sont de nature illégale? Alors je vous le demande, est-ce que c'est nous les agitateurs ou est-ce qu'en tant que député de la République, ce ne serait pas plutôt vous les agitateurs? Merci, monsieur le ministre. Il ne reste plus de temps, chers collègues. Il ne reste plus de temps. La parole est à monsieur Pierre Cordier. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, j'ai vécu la pire séance de la législature. De quoi s'agissait-il? Accorder 12 jours de congé au lieu de 5 actuellement aux parents qui ont la douleur de perdre un enfant. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais les mots,
les arguments utilisés par les membres de la majorité ont blessé, scandalisé, révolté nos concitoyens. Je veux saluer la dignité de notre collègue Bricout, qui a essayé de vous convaincre en vain. Monsieur le Premier ministre, lors des réunions préparatoires entre votre cabinet et ceux de Mme Pénicaud, M. Taquet et Mme Schiappa, comment avez-vous abordé cette proposition de loi? En séance, nous vous parlions deuil, traumatisme. Vous avez répondu technique, juridique. Nous vous parlions d'humanité. Vous avez répondu droit du travail. Et vous nous avez accusés d'acheter de la générosité sur le dos des entreprises. Prenant conscience de l'absurdité de votre raisonnement, certains parmi vous ont reculé, mais avec maladresse et malhonnêteté. Depuis 2 jours, nous entendons tout et n'importe quoi, avec des députés inventant des groupes de travail ou prétendant avoir voté contre parce que les 12 jours étaient insuffisants. Quelle indécence! Certains osent encore demander de faire preuve d'humanité à l'égard des députés présents jeudi dernier et qui ont suivi comme des moutons vos consignes de vote. Un ancien ministre ose même accuser notre collègue Bricout d'avoir tenté un coup politique alors que nous pensions tous que ce texte serait adopté à l'unanimité. Ce n'est pas une erreur collective, Monsieur le Premier ministre, c'est une faute morale de votre majorité. Néanmoins, la situation est trop grave, sensible et douloureuse pour ne pas nous rassembler. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment allons-nous avancer ensemble? Comment allons-nous collectivement, toute sensibilité confondue, aider les familles à vivre leur deuil? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier, la proposition de loi soulevait une vraie question, celle de la situation dramatique et sans équivalent de la perte d'un enfant. Je pense que l'intégralité des parlementaires sur ces bancs, des députés et des membres du gouvernement seront d'accord pour dire qu'il n'y a pas de pire perte, de pire drame dans la vie que de perdre son enfant. La réponse apportée à l'Assemblée nationale, en commission puis en séance, a permis de faire un progrès par rapport à l'existant, avec le renforcement proposé par la majorité présidentielle des dons de RTT et de la négociation en prise de congé. Mais face à cette tragédie, nous avons besoin, et nous souhaitons tous, aller plus loin, pour un accompagnement global des parents en deuil. Or, force est de constater que ni la proposition de loi initiale, ni la réponse actuelle, qui est un mieux, mais ne sont suffisantes par rapport à l'attente des parents en deuil, auxquels nous devons une solidarité sans égale. Il existe encore beaucoup d'aspects non traités et qui font l'objet déjà de travaux sur ces bancs, notamment ceux de la majorité présidentielle, conduits par Serène Beauborgne. On n'a donc pas épuisé tous les éléments de soutien. Et ça va être l'objet de la concertation que je mènerai avec Adrien Taquet, Monsieur Bricout, les parlementaires, les partenaires sociaux et les associations. Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît, un peu de calme. La parole est à Monsieur Bruno Bonnell. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Qui peut s'arroger le privilège de l'humanité et traiter d'un coup de tweet de charognes des mères et des pères de famille, des infirmières, des médecins, tous députés engagés dans l'action sociale depuis toujours? Alors, messieurs les censeurs du clavier et du micro, arrêtez l'indécence et la manipulation de l'émotion des foules. Cessez de faire croire qu'il y a 37 cœurs à abattre et qu'ils sont tous d'une majorité cynique et bornée. Dans cet hémicycle, il y a des femmes et des hommes, avec chacun leurs histoires, quelles que soient leurs convictions, quel que soit leur parti. Monsieur le député, avancez. Réveillez-vous! Réveillons-nous! Nous parlons de la douleur absolue. Nous parlons de la douleur absolue.
Perdre un enfant, c'est perdre son avenir, sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter, pas 5, pas 12 jours, toute une vie. Et puis on comprend, messieurs, dames, que cette étoile filante personnelle qui a traversé notre ciel, eh bien, elle l'a enchanté. Et on comprend à ce moment-là la force de l'âme humaine. Et on comprend qu'il y a une force de vie. Alors vous savez, pour être un de ceux qui a vécu ce cas, je vous le dis, S'il vous plaît, s'il vous plaît. je vous le dis, pour être un de ceux qui a vécu cela, S'il vous plaît, un peu de calme. légiférer sur quelques jours n'est pas le sujet et c'est même incongru. La proposition de notre collègue Bricout, Merci, monsieur le député. impossible. Le temps J'ai une est proposition écoulé. à faire. Bah oui. S'il vous plaît. Monsieur Bonnel, s'il vous plaît. Alors écoutez, ces sujets, s'il vous plaît, ces sujets sont suffisamment douloureux pour que l'on puisse écouter dans le calme la réponse de la ministre qui a la parole. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Bonnel, il y a beaucoup de sujets encore à traiter et à travers les avancées du projet voté par la majorité présidentielle, à travers aussi les expressions de colère ou de doute, moi j'entends une chose, c'est que les parents en deuil nous attendent pour aller plus loin. Et pour l'heure, il y a plusieurs questions qui n'ont pas été traitées. Est-ce que le congé de deuil devrait concerner que les salariés du privé, mais aussi les indépendants et les fonctionnaires? Est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur la définition du rôle de la solidarité nationale? C'était le sens de mes propos jeudi. Comment lever tous les obstacles pour les parents? Car il y a un vrai parcours de souffrance administrative au deuil d'un enfant. Comment faire en sorte que pour les allocations familiales, il n'y ait pas une rupture brutale? Comment faire surtout que l'accompagnement psychologique permette d'aider à se reconstruire? Bien sûr qu'il faut des années et des années pour se reconstruire. Il nous faut donc un accompagnement psychologique. Et puis les congés de jour, de 12 jours, est-ce qu'ils sont volontaires? Est-ce qu'ils sont fractionnés? Comment elles sont les modalités? Il faut en discuter avec les acteurs. C'est ce que nous allons faire avec Adrien Taquet, avec les associations, avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les parlementaires. Je le répète, Monsieur Bricout, le rapporteur, les députés des différents bancs, les députés de la majorité, nous allons en parler pour que, soit à partir des propositions des parlementaires et du gouvernement, nous puissions avancer. Je crois qu'aujourd'hui, nous devrons penser non pas à crier, mesdames et messieurs les députés, on doit penser simplement aux parents. Et là, on devrait se retrouver. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, sans oublier le premier d'entre vous, le Président en personne vient vous inviter à faire preuve d'humanité, c'est tout dire. Alors oui, nous sommes d'accord avec lui. Revoyez vos copies. Ce devoir d'humanité, cette impérieuse humanité, c'est sauver l'hôpital public et respecter l'engagement exemplaire des personnels hospitaliers. C'est doter nos écoles, collèges, lycées et universités du nombre d'enseignants dont nos gamins ont besoin pour s'assurer de leur avenir. C'est arrêter de gazer nos pompiers qui viennent revendiquer des moyens adaptés à sauver nos vies. C'est d'assurer une justice équitable pour tous, en cessant de démembrer tout l'édifice judiciaire. C'est de prendre à bras le corps les enjeux du vieillissement et cesser de regarder souffrir les EHPAD. Ce n'est pas de rester les bras croisés, malgré les nombreux suicides dans le monde du travail. Sans parler de la CSG, des APL, du logement social, du code du travail, des privatisations, des indemnisations des chômeurs et même du voile. Ce n'est pas de regarder couler les navires migrants en Méditerranée. Ce n'est pas d'applaudir Trump quand il propose de cracher au visage des Palestiniens en guise de deal du siècle. L'humanité, c'est écouter le peuple pour créer ensemble un monde plus démocratique, solidaire et écologique. C'est de travailler avec les gens et non contre eux. L'humanité, pour les députés communistes, c'est de rejeter la réforme des retraites qui va détruire notre modèle social. Et pour savoir si les Français pensent que leur définition de l'humanité
est plus proche de la nôtre que de la vôtre. Les députés communistes vous proposent, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à votre majorité, d'oser un référendum sur cette réforme des retraites. Laissons donc le peuple trancher, laissons le peuple donner son avis, car au bout du compte, l'humanité, c'est aussi la démocratie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq. Votre questionnement porte sur la réforme de retraite dont j'ai bien compris que vous la combattiez et que votre groupe s'y oppose. Mais sur le fond, Monsieur le député, car vous le savez, notre réforme, notre transformation de ce système de retraite était indispensable et elle l'est toujours. Elle l'est parce que notre système a été conçu ou à un moment donné où il était utile et adapté à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'est plus aujourd'hui en conformité avec la réalité à la fois de notre société et aussi du marché de l'emploi. Alors vous proposez de fonctionner différemment, de soumettre ce projet de loi à un référendum. Mais quelles questions faudrait-il y poser, monsieur le député? Êtes-vous pour ou contre? Mais pour ou contre quoi? La solidarité? Êtes-vous pour ou contre le fait d'offrir et de permettre à 5 millions de femmes d'avoir une majoration de pension, car nous allons réintroduire tout cela dès le premier enfant? Êtes-vous pour ou contre le minimum de pension à 1 000 €? Êtes-vous pour ou contre un minimum de retraite pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les artisans, pour tous ceux qui ne bénéficient pas d'une pension correcte? Sur le fond, monsieur le député, vous en êtes sur le fond vous-même bien d'accord, car je comprends l'importance de votre question par rapport à votre choix politique. Mais tous ces éléments de solidarité, je le sais, au fond de vous-même, vous les partagez. La réalité, c'est que vous avez une approche là-dessus qui est une approche légistique, purement limitée, parce que moi, je ne crois pas que le sujet soit uniquement sur la façon dont on en débat, puisque débattre ici, dans cet hémicycle, comme nous le faisons en commission spéciale, c'est redonner la parole aux représentants de la nation que nous sommes tous, que vous êtes tous. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Bien. La parole est à monsieur Guillaume Pelletier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous, députés de la Nation, nous voyons chaque jour nos compatriotes s'alarmer à juste titre du travail qui ne paye pas, des salaires qui sont trop bas, des impôts qui sont trop lourds et des provinces qui sont méprisées. Mais partout, les Français nous parlent aussi, à voix basse ou avec éclat, du grand défi de notre siècle qui touche à l'âme de notre nation. Je veux bien sûr parler de l'islam politique qui est notre adversaire et qui ronge notre République. Il est inacceptable que des familles soient contraintes de déménager parce qu'elles sont juives. Il est inacceptable que dans des écoles, des professeurs ne puissent pas enseigner librement la Shoah. Il est inacceptable que dans des hôpitaux, des hommes ou des femmes refusent de se faire soigner par des médecins ou des infirmiers parce qu'ils sont de sexe opposé. Inacceptable que, selon les chiffres de votre ministre de l'Intérieur, 150 quartiers soient sous l'emprise de l'islam radical. Inacceptable qu'une jeune fille, Mila, soit menacée par les plus fanatiques et abandonnée par les plus lâches. Rappelons ici, aux yeux du monde, que la laïcité chez nous n'est pas une valeur négociable parce qu'elle permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Aucune loi religieuse ne doit s'imposer aux lois de la République, parce que si la loi doit protéger la foi ou l'absence de foi, la foi, quant à elle, ne doit jamais dicter la loi. La République ne doit plus céder. La France doit se lever, c'est au prix de cette fermeté que nous pourrons refaire de notre nation le grand pays de l'unité nationale. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire maintenant, j'ai bien dit maintenant, pour éradiquer l'islam politique et rétablir l'autorité et la fermeté dans notre patrie? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le Président, Mesdames
messieurs les députés, monsieur le sénateur Pelletier, permettez-moi de vous inviter à nous rassembler sur ce sujet. À nous rassembler parce que le sujet que vous évoquez est suffisamment grave pour que nous soyons tous moteurs, tous actifs. Mais permettez-moi de vous corriger tout de suite. À aucun moment, monsieur le député, je n'ai évoqué 150 quartiers. C'est une fuite d'un journal, Valeurs Actuelles, qui prêtait cela à une note de la DGSI, et Laurent Nunez, sur ces bancs, avait eu l'occasion d'expliquer que cette fuite était fausse et que ce document n'existait pas. Mais il est essentiel, monsieur le député, d'avoir en tête les cas que vous évoquez, notamment cette jeune fille, Mila, dont on a vu que parce qu'elle usait de son droit fondamental à la liberté d'expression et à la possibilité de critiquer une religion, elle s'est retrouvée menacée de façon très violente pour cela. Et je voudrais vous préciser, monsieur le député, que Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Mais au-delà, monsieur le député, et si ce sujet ne vous importe peu, je tiens à l'affirmer toutefois ici, mais au-delà, monsieur le député, notre boussole, elle est claire. Et elle est la même que la vôtre. C'est la loi de la République. Et la loi de la République, elle est au cœur de notre pacte républicain. Et elle se construit autour d'un principe simple, la laïcité. La laïcité qui garantit des droits, mais qui est au cœur de différents enjeux, celui des libertés individuelles, y compris celui de croire, celui de la liberté d'expression, celui de la liberté de conscience et de la liberté de culte, mais aussi le respect de l'ordre public. Et c'est cela qui est essentiel. En aucun cas, une loi d'inspiration religieuse, une pratique d'inspiration religieuse ne doit dépasser les valeurs de la République. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir travaillé sur 15 quartiers depuis 18 mois de façon très active, j'ai réuni l'ensemble des préfets de la République au mois de novembre pour leur dire que la lutte contre l'islamisme politique et contre le communautarisme devait être au cœur de notre action. Et c'est un combat que nous menons mètre carré par mètre carré pour reconquérir la République partout où elle a échappé. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bertrand Sor. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mes collègues députés littoraux, normands et bretons. Depuis le 31 janvier à minuit, nos pêcheurs français, normands et bretons ne sont plus autorisés à venir exercer leur métier autour de l'île anglo-normande de Guernesey. Les pêcheurs du port de Granville, dans ma circonscription, mais aussi de Cherbourg ou de Carteret, dans le département de la Manche, ont aussitôt manifesté leur incompréhension et aussi une forte colère face à cette décision unilatérale totalement inacceptable. En effet, suite à l'entrée en vigueur du Brexit, la Convention de Londres, accord international signé en 1964 concernant les droits de pêche, est devenue caduque. Dès lors, s'applique pour les bateaux français une suspension immédiate de l'accès à la zone des 6 à 12 milles de l'île de Guernesey, zone riche en ressources, fréquentée par près de 180 bateaux français durant l'année 2019. Les autorités de Guernesey se veulent rassurantes et indiquent vouloir ouvrir des négociations au cas par cas avec les navires de pêche français d'ici le 31 décembre. Dans l'intervalle, des mesures ont également été annoncées pour accorder une licence de pêche temporaire aux bateaux français habitués à venir dans cette zone. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer où en sont les négociations avec les autorités de Guernesey? À quel moment et sous quelles conditions les licences temporaires seront délivrées à nos pêcheurs? Plus largement, les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ont débuté et s'annoncent intenses et délicates. Concernant la pêche, l'objectif est bien de permettre aux navires européens et donc français de continuer à pouvoir pêcher dans les eaux britanniques très poissonneuses. Même si la pêche ne représente qu'une partie infime du PIB de l'Union européenne, l'activité est vitale pour de nombreuses entreprises du littoral français et ne saurait en aucun cas servir de variable d'ajustement. Aussi, pouvez-vous, monsieur le ministre, préciser à la représentation nationale quelles sont les mesures temporaires qui s'appliqueront le temps des négociations et plus largement, quelle est la position de notre pays dans cette négociation essentielle pour l'avenir de la pêche française? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Sor, vous posez deux questions, je vais vous répondre, mais je vais vous dire que cet après-midi, nous pouvons être optimistes quant à la question sur Guernesey. D'abord, la question que vous posez sur le Brexit, elle est importante. Et vous l'avez dit,
Comme le Premier ministre l'avait évoqué lui-même, la pêche ne peut pas être la variable d'ajustement du Brexit et d'un quelconque accord. Il n'en est pas question, même si en termes d'euros, ça représente peu. C'est important en termes humains, c'est important en termes d'emploi et c'est important en termes économiques. Donc les bateaux français comme les bateaux européens doivent continuer à pouvoir pêcher au-delà du 31 décembre dans les eaux britanniques. Si ce n'était pas le cas, ce serait uniquement un choix politique du gouvernement britannique. Les poissons ne connaissent pas les frontières. Vous l'avez dit, la ressource halieutique, elle est assez importante. Et donc, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas. Et dans les négociations que nous menons pour la suite du 31 décembre, nous travaillons dans cette direction, évidemment. Sur le cas particulier des îles anglo-normandes, permettez-moi d'abord d'évoquer le cas de Jersey, qui n'a jamais été mis dans le débat, contrairement à ce que l'on a pu entendre. Sur le cas de Guernesey, nous y avons travaillé tout le week-end et encore ce matin. Les ministres, Mme de Montchalin, Mme Ndiaye étaient ce matin en Normandie. Et moi-même, je travaillais avec la DPMA, les actions des pêches maritimes du gouvernement et les autorités de Guernesey. Je pense que la solution, elle est trouvée. Et dans les heures qui viennent, dans les tout prochains jours, des accords individuels pourront être pris avec les pêcheurs français. Le problème auquel nous avons été confrontés, c'est tout simplement le souci de continuité. C'est que l'accord de retrait avec le Royaume-Uni devait être rectifié avant de pouvoir entamer les discussions sur l'accès à Guernesey. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la solution, elle est trouvée. Et dans les heures qui viennent, les pêcheurs français pourront continuer à aller pêcher au large de Guernesey. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sylvie Tolmont. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, les épreuves de 3C se déroulent dans un chaos inédit. La rupture d'égalité est partout. Les sujets sont mis en ligne sur les réseaux sociaux. Les configurations d'examen non respectées. Loin d'être le fait d'actes minoritaires, l'exaspération enfle dans les territoires, y compris ultramarins, contrairement à ce que vous prétendiez il y a 2 semaines. Encore plus inquiétant, les professeurs en grève et les élèves subissent pressions et menaces. Des dizaines d'élèves de première sont menacés d'être sanctionnés d'1 0 à leur examen pour leur participation réelle ou supposée à des blocages. Depuis vendredi, ce sont plus d'une dizaine de lycéens de 16 ans qui ont été mis en garde à vue, parfois plus de 24 heures, parce qu'ils contestent votre réforme et refusent ce bac devenu désormais local. Pourtant, les enseignants vous alertent depuis des mois sur son impréparation, sur leurs conditions de travail, leur salaire, leur manque de moyens. Ils n'en peuvent plus. Cette école de la confiance que vous revendiquez n'est plus qu'un slogan vide de sens. Et pourquoi en serait-il différemment quand on apprend par exemple que les enseignants qui ont participé à l'hommage rendu à leur collègue Christine Renon en octobre dernier viennent de se voir retirer sur leur paie de janvier cette journée de recueillement. Il est regrettable que le message du président de la République demandant à ce que le gouvernement fasse preuve d'humanité ne soit pas encore arrivé jusqu'à votre ministère. À cela se rajoute l'inquiétude des enseignants quant à leur retraite future, alors que le Conseil d'État vient sèchement de déclarer inconstitutionnelle la seule garantie obtenue par les syndicats pour compenser la forte baisse de leurs pensions impactée par votre réforme. Et au milieu de cette situation chaotique, après des jours de silence, vous prenez la parole pour annoncer que désormais les élèves auront 30 minutes en plus de sport par jour à l'école. Le déni, tout comme l'intimidation et la pression, ne peuvent être un mode de gouvernance. Oui, quelque chose de grave se passe sur le terrain. Maintenir la poursuite des épreuves dans un tel contexte serait irresponsable. C'est pourquoi nous vous demandons solennellement, pour le bien des personnels, des élèves et de leurs parents, de les suspendre. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tolmont. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais commencer par la fin et ensuite essayer de dérouler l'ensemble en 2 minutes. Je vais commencer par quelque chose de très significatif. Vous avez parlé de 30 minutes d'activité physique par jour à l'école primaire. Oui, c'est un projet que nous assumons complètement avec Roxana Maracineanu et Tony Estanguet. Je rappelle que d'ailleurs c'est la semaine olympique. Votre voisin, le député Joannico, est très sensible à ce genre de sujet, parce qu'en effet, il faut développer l'activité civique des élèves et l'activité d'éducation physique des élèves. C'est un très beau sujet. Ce sujet, c'est sur la base du volontariat. Nous ne l'imposons à personne. Ce sont des appels à projets. Donc pourquoi caricaturer les choses et dire à l'instant que c'est quelque chose que nous voulons imposer ? Tout ce que vous dites est à l'avenant, c'est-à-dire vous caricaturez et vous schématisez. Alors je vais venir maintenant à la question de la rémunération des professeurs.
Oui, il y a nécessité d'améliorer la rémunération des professeurs. Le premier à le dire, c'est votre serviteur. Je le dis depuis que je suis arrivé en fonction. Nous avons préparé ce chantier et maintenant il est mûr pour arriver aux négociations sociales dans lesquelles nous sommes actuellement avec les organisations syndicales. L'avenir me donnera raison, vous le verrez bien, il faudra le reconnaître à ce moment-là. Puisque oui, il y aura des augmentations substantielles. Ça devrait vous réjouir, on devrait être ensemble, parce que ces augmentations qui n'ont pas eu lieu quand vous étiez au pouvoir, elles vont avoir lieu avec cette majorité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Mathieu Orphelin. Monsieur le Premier ministre, sur des réformes aussi importantes que celle des retraites, il faut que le débat parlementaire soit éclairé, qu'il soit utile, ou alors il vaudrait mieux supprimer le Parlement. Contrairement à certains qui cherchent à dénaturer nos débats par l'obstruction, à d'autres qui voudraient les limiter en faisant du Parlement une simple chambre d'enregistrement, je fais partie de ceux qui souhaitent que les parlementaires soient force de proposition et contribuent à trouver des solutions sur les points clés. L'âge pivot a provisoirement disparu du texte. Tant mieux, il ne doit pas y revenir, car cette mesure n'est en rien souhaitable, est injuste et des solutions alternatives existent. Nous avons étudié avec des collègues de différents bancs politiques l'idée d'une majoration du taux de cotisation de solidarité pour les très hauts revenus. Par exemple, pour les revenus supérieurs à 5 000 € et 10 000 € par mois. Cela générerait en année pleine jusqu'à 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an. Cette proposition pourrait rassembler bon nombre de partenaires sociaux. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple. Êtes-vous favorable à une majoration de la cotisation de solidarité pour les très hauts revenus? Et plus largement, êtes-vous favorable à ce que les très hauts revenus contribuent davantage à l'effort de solidarité pour équilibrer le système de retraite et assurer ainsi à tous nos concitoyens une retraite digne, juste et équitable? Les partenaires sociaux y travailleront dans la conférence de financement, mais il nous semble utile d'avoir dès maintenant votre avis sur ces propositions. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mathieu Orphelin. Bon, d'abord, merci de rappeler, Monsieur le député, qu'effectivement, nous sommes ici dans le temps du débat parlementaire et que, dans le cadre de la commission spéciale qui a débuté ses travaux, nous sommes effectivement dans la confrontation des idées. Et je crois que cela est un point important qui, sur le fond, nous réunit aujourd'hui. Alors, sur le fond, vous nous interpelliez sur une évolution de la cotisation dite de solidarité. Vous savez, cette cotisation, elle va exister pour l'ensemble des Français, des citoyens français, et vous souhaitiez la moduler, si j'ai bien compris votre propos, vous souhaitiez la moduler de manière à ce qu'elle touche plus fortement certains revenus, notamment ceux supérieurs à 5 000 €. Cela pose quand même un certain nombre de questions, notamment sur le fait qu'une cotisation sociale doit s'appliquer de la même façon sur tous les revenus. On pourrait quand même se poser la question des jurisprudences en la matière précédente. Nous pourrions quand même aussi nous poser la question sur la réalité que ça amènerait en matière de coûts pour le travail pour plus d'1 million de nos concitoyens, puisque c'est à peu près le volume des salariés qui pourraient être concernés. Enfin, Monsieur le député, je voudrais aussi, parce que je crois que c'est un objectif que nous avons en commun, vous soulignez l'importance de la redistribution, mais c'est bien l'objet de ce projet de loi. Car je voudrais rappeler que la redistribution est au cœur du système de retraite universelle par répartition et par points, et que la finalité de ce dispositif, c'est d'augmenter significativement de près de 30% la pension de retraite de nos concitoyens les plus fragiles, les plus vulnérables, les retraités qui toucheront moins de 1 400 € par mois. Donc la dynamique redistributive, je crois que nous appelons ensemble de nos voeux, est bien présente. Je n'irai pas au-delà sur le sujet de la cotisation. Merci. Monsieur le député. Moi, vraiment, j'invite l'ensemble du gouvernement à travailler à ces alternatives à l'âge pivot, parce que sinon, cette réforme, elle va continuer à diviser et elle sera jamais mise en œuvre. Donc il faut absolument trouver des solutions justes.
j'entends la réponse de dire il y a 1 million de personnes qui en France gagnent plus de 5 000 euros. Eh ben, ces personnes-là, si c'est le bon chiffre, Merci. oui, elles peuvent contribuer plus à la... La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Que se passe-t-il chez Engie, l'un de nos fleurons industriels français? Nous découvrons en effet dans la presse que le groupe fait face à une crise de gouvernance à laquelle vous avez pourtant les moyens de mettre fin en tant que premier actionnaire de l'entreprise avec 1/3 des droits de vote. À la place, votre gouvernement s'abrite derrière le conseil d'administration pour se dérober à ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, la ficelle est un peu grosse. L'idée que le choix du dirigeant d'une entreprise où l'État est le premier actionnaire ne relèverait pas d'une décision du président de la République ne nous convainc pas vraiment. Alors, avez-vous un candidat caché? La reconduite d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie devrait pourtant être une évidence. Les résultats de l'entreprise progressent de 5% depuis 2017. Engie a entamé une transition volontariste vers les énergies vertes et la production décarbonée d'électricité. Un audit indépendant a également salué ses compétences et sa gestion. Je rappelle enfin qu'Isabelle Kocher est aujourd'hui la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Monsieur le Premier ministre, la passivité collective de votre gouvernement nous interpelle. En n'intervenant pas dans cette déstabilisation de la gouvernance d'Engie, l'État actionnaire envoie le signal qu'il cautionne cette opération et donc qu'il est complice. Ma question est simple. Le gouvernement souhaite-t-il se débarrasser de Mme Kocher, dont l'hostilité au démantèlement d'Engie est connue, pour pouvoir vendre à la découpe ce fleuron national? Vous avez aujourd'hui une responsabilité historique vis-à-vis des dizaines de milliers de collaborateurs du groupe en France et dans le monde. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de clarifier vos intentions et d'agir en pleine lumière plutôt que dans le secret des couloirs. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, je partage totalement votre appréciation sur Engie. C'est une grande entreprise énergétique française, 61 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 emplois, une entreprise stratégique pour le pays. Je partage également votre avis sur la responsabilité de l'État. Nous avons 24% du capital d'Engie. Ce n'est pas une entreprise publique, mais c'est une entreprise où l'État a une responsabilité particulière. Et croyez-moi, l'État exercera toute sa responsabilité vis-à-vis d'Engie. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de garantir d'abord que Engie ait une stratégie industrielle cohérente. C'est de garantir l'emploi. C'est de garantir les résultats économiques et la création de valeur. Et c'est de garantir que Engie réussisse dans cette transition énergétique qui est un défi pour toutes les grandes entreprises énergétiques en Europe et ailleurs. Donc c'est au regard de ces critères économiques, et je vous le redis, Madame la députée, uniquement et exclusivement au regard de ces critères économiques, le bilan de la directrice générale à la tête d'Engie, la cohérence de la stratégie industrielle, la capacité de la gouvernance à accélérer cette transition énergétique, à dégager de la valeur et à préserver les emplois, c'est uniquement et exclusivement au regard de ces critères économiques que nous prendrons ou non la décision de renouveler le mandat de la directrice générale d'Engie. Vous me permettrez de rajouter 2 remarques complémentaires. La première, c'est que la transition énergétique, c'est le fait de toutes les grandes entreprises dans lesquelles l'État a une participation, que ce soit Air France, que ce soit Renault, que ce soit PSA, que ce soit EDF, que ce soit La Poste, toutes les grandes entreprises dans lesquelles l'État a une participation sont engagées dans la transition énergétique. Ma deuxième remarque, et je sais que vous y attachez, Madame la députée, beaucoup d'importance. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique française, je le livre. Nous le livrons avec le Premier ministre et tout le gouvernement. Il ne se résume pas uniquement à la question d'Engie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous partons du principe qu'il n'est pas adapté ni équitable qu'un parent ait le droit à 11 jours de congé pour accueillir un enfant et seulement à 5 jours lorsqu'il connaît la douleur de perdre un fils ou une fille. Après avoir rencontré de nombreuses associations, j'ai déposé une proposition de loi en 2018 pour fixer ce congé à 12 jours. C'est aux yeux des parents une bonne proposition pour prouver la générosité nationale.
Mon groupe UDI, Agir et Indépendants a permis que soit discuté jeudi dernier. Elle a trouvé depuis un écho favorable, retentissant. De très nombreuses familles, élus et associations m'ont remercié et m'assurent de leur soutien. Nous ne souhaitons pas que cette proposition continue de nourrir les polémiques politiciennes comme on en a entendu, y compris de la part de ceux qui n'étaient pas là pour voter. Nous voulons, en revanche, continuer à générer une prise de conscience et un élan de générosité sur le sort des parents confrontés à la pire des détresses. C'est là l'essentiel et c'est à eux que nous pensons. Le sort qui a d'abord été réservé à cette mesure de bon sens nous a surpris. Le président de la République et le gouvernement ont dit que c'était une erreur et ont proposé de la corriger. Merci. Ces propos ont apporté un vrai soulagement. En démocratie, reconnaître ses erreurs est sain. Désormais, nous souhaitons avancer enfin dans la bonne direction et répondre à l'émotion par l'action. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous vous engager devant la représentation nationale pour que cette proposition soit examinée rapidement au Sénat, pour que soit rétablie l'extension du congé de deuil d'un enfant, avec si besoin d'autres mesures d'accompagnement, ainsi qu'un retour rapide à l'Assemblée pour une adoption définitive. Pour beaucoup de ces parents, et j'ai une pensée particulière pour celle qui m'a sensibilisé, Lucie. Ce combat est le combat d'une vie. Par la force des choses, il est devenu mon combat personnel. Il est maintenant, j'en suis sûr, celui de tous les groupes ici réunis. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Mesdames et Messieurs les députés. Mais attendez, Madame la ministre. Mes chers collègues, je crois que la grande dignité de l'expression de notre collègue Bricout appelle de la part de tous beaucoup de dignité pour écouter la réponse à sa question. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Bricout, je sais, nous savons à quel point votre engagement est profond. Et vous l'avez rappelé, c'est l'engagement d'une vie, compte tenu de circonstances personnelles. Il y a sur les bancs des députés, d'autres députés, dont est aussi la situation, de tous les bancs, qui ont pu témoigner pour eux et pour leur entourage à quel point cette douleur pouvait changer le cours d'une vie. Dans ce contexte-là, je vous remercie de vos propos à l'instant et je vous remercie d'avoir accepté de participer avec des parlementaires, avec Adrien Taquet et moi-même, à des nouvelles concertations cet après-midi avec les associations et demain avec les partenaires sociaux. Comme nous l'avons fait jeudi dernier en soirée sur la proposition de loi présentée par Agnès Firmin-Baudot qui va permettre, elle a été votée à l'unanimité sur ces bancs, qui va permettre, après un travail entre parlementaires et gouvernement qui a amélioré et solidifié le texte, que les 20 millions de malades chroniques et diabétiques dans ce pays n'aient plus de discrimination dans l'emploi. Et bien de la même façon, nous pouvons réussir sur le sujet des congés de deuil. Alors oui, le texte va être retravaillé. Oui, ça va être étudié au Sénat le 3 mars. Mais d'ici là, il y aura le travail avec les députés pour qu'il y ait une proposition qui en émane. Et nous traiterons le sujet des congés de 12 jours, selon quelles modalités. Nous traiterons l'accompagnement psychologique, le problème des frais d'obsèques et tous les autres sujets que les familles soulèvent. Ils ont soulevé auprès de vous, ils le soulèvent auprès de nous. Je crois qu'il est temps maintenant d'avoir ce temps républicain où nous trouvons ensemble les solutions concrètes qui permettent d'accompagner dans la souffrance ces familles endeuillées. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 11 décembre dernier, lors de votre discours sur les retraites, vous avez indiqué que les personnes nées avant 1975 ne seraient pas concernées par votre réforme. Et puis un mois plus tard, nous avons lu votre étude d'impact, et je vais vous lire ce qu'il est écrit dedans. Il est écrit que bien que les assurés nés avant le 1er janvier 1975 ne soient pas concernés par le système universel de retraite, ils seront redevables du même niveau de cotisation que les salariés qui en relèvent. Ça signifie, en sujet verbe complément,
que tous les Français, même ceux nés avant 1975, vont être concernés par votre réforme des retraites du fait de régimes de transition. Alors, pour comprendre cette contradiction, nous avons interrogé à 15 reprises Monsieur le ministre, le secrétaire d'État, hier soir, et nous n'avons eu aucune réponse. C'est pour ça que je m'adresse à vous pour avoir une réponse. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, votre réforme des retraites via son régime transitoire va-t-elle concerner tous les Français, y compris les 11 millions de Français nés entre 1963 et 1975? Deuxième question, tous les assurés, oui ou non, vont-ils, à partir de 2025, voir leur cotisation retraite augmenter? L'étude d'impact dit que pour un fonctionnaire au SMIC, né en 1974, qui partirait à la retraite à 65 ans, aura vu ses cotisations retraite augmenter de 4 608 € sur les 14 années, sans acquérir aucun droit nouveau pour sa pension. Enfin, Monsieur le Premier ministre, au nom du principe d'universalité que vous revendiquez, prévoyez-vous des compensations partielles face à cette augmentation? Et pourquoi, dans ce cas-là, abandonnez-vous les artisans, les indépendants et les non-salariés qui devront s'en remettre à d'hypothétiques tiers pour compenser cette surcotisation? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, vous me posez 3 questions techniques sur la réforme des retraites et sur le système universel que nous voulons mettre en œuvre. Au moment où la commission spéciale a engagé ses travaux à partir d'hier et qui vont durer et qui vont permettre d'examiner la plus de 60aine d'articles et les très nombreux amendements qui ont été déposés par les députés et par un certain nombre des groupes rassemblés dans cette Assemblée nationale. Nous avons indiqué, c'est vrai, que l'ensemble des Français nés après 1975, ou pour être parfaitement exact, l'ensemble des Français qui se trouvent en 2020 à moins de 17 ans de l'âge légal auquel ils devraient partir compte tenu du système actuel. Je suis désolé, la règle de transition, c'est celle-là si on la définit de la façon la plus précise possible, que ceux-là n'étaient pas concernés par le calcul et par la liquidation dans le nouveau régime de retraite universel. Et que ceux qui étaient nés avant étaient, par définition, non concernés par ce système. Ceux qui sont nés après 1975, s'agissant du régime général, sont concernés par le système universel. S'agissant des taux de cotisation, par exemple, dans le régime général, vous savez qu'ils n'ont pas vocation à évoluer. La question que vous posez, c'est celle de l'évolution des taux de cotisation à partir du moment où on entre dans la réforme, donc à partir de 2025, puisque c'est à 2025 que les effets de l'entrée dans le système universel vont se produire. Les cotisations, s'agissant du régime général, enfin de l'ancien régime général, n'ont pas vocation à bouger, puisqu'elles sont aujourd'hui à 28,12, je parle sous le contrôle de Monsieur le secrétaire d'État, et qu'elles ont vocation à rester à 28,12. La question que vous posez ne se pose donc pas dans le régime général, c'est-à-dire chez 80% des Français. Je me permets de l'indiquer parce que je crois que c'est plus clair de poser la question, ou plus exactement, de rappeler la réalité des faits et des masses. Pour le reste, il est vrai qu'un certain nombre de Français vont voir leur taux de cotisation augmenter. Certains verront leur taux de cotisation descendre, Madame la Présidente. Mais je sais bien que vous n'avez pas dit le contraire, mais vous avez dans votre propos oublié de le dire. Donc je me permets de le compléter votre question. Il va y avoir des évolutions et certains vont voir leur cotisation baisser. C'est un fait, c'est une donnée. Tout le monde bénéficiera, enfin tous les gens concernés bénéficieront de cette diminution. Il nous est apparu plus logique et probablement beaucoup plus sain de faire en sorte que dans la période de transition, nous ne placions pas des Français qui exerceraient le même métier et qui seraient soumis au même régime et qui continueraient à être soumis au même régime dans des situations différentes, notamment pour des questions d'égalité. La question que vous posez a beaucoup à voir avec l'égalité au regard du régime. Si nous ne voulons pas méconnaître ce principe d'égalité, il faut bien que progressivement, et j'insiste sur le progressivement, Madame la Présidente, parce que cette évolution des taux de cotisation, elle n'a de sens, elle n'est supportable, elle n'est acceptable que si elle s'inscrit dans une durée assez longue. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que les transitions doivent être lentes. Pas du tout parce que nous aurions peur de l'arrivée, pas du tout parce que nous ne sommes pas convaincus par le système universel. Au contraire,
Parce que si l'on veut qu'elle soit acceptable dans la durée, il faut que la progression soit lente. Et nous avons toujours dit, Madame la Présidente, mais vous le savez parfaitement, que nous étions déterminés à faire en sorte que le système universel commence le plus rapidement possible, mais que les périodes de transition seraient lentes, justement pour qu'elles soient acceptables. Voilà les éléments que je vais mettre à votre réflexion aujourd'hui. Nous aurons l'occasion, au cours de la semaine qui vient en commission spéciale et au cours des semaines qui suivront dans l'hémicycle, d'évoquer toutes ces questions techniques avec beaucoup plus de temps, j'en suis sûr, car j'ai compris que les débats seraient longs et intenses. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, la crise des EHPAD de 2017 a révélé une situation intenable dans l'accompagnement des seniors en France. Vous l'avez récemment rappelé dans cet hémicycle. Aujourd'hui, dans les établissements, les personnels, les professionnels, mais aussi les familles et les personnes âgées souffrent d'une insuffisance de présence à leur côté. Je salue l'ensemble des mesures que vous avez prises depuis votre entrée au gouvernement pour trouver des solutions aux situations difficiles que vivent quotidiennement tant les patients que les personnels qui exercent un métier dans le domaine du grand âge et qui sont épuisés. Madame la ministre, les 500 millions d'euros débloqués dans le cadre de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale étaient indispensables, mais ils ne suffiront pas, et nous le savons tous. Le 30 janvier 2018, un mouvement de grève d'ampleur nationale avait lieu dans les EHPAD. La semaine dernière, 2 ans plus tard, jour pour jour, je recevais à nouveau les professionnels et les personnes âgées des EHPAD du Pays Basque. Plus que jamais, ils attendent le futur projet de loi sur le grand âge et l'autonomie. Pourtant, ce texte annoncé par Monsieur le Premier ministre pour la fin de l'année 2019 n'est toujours pas là, et les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas compris le report de présentation de ce texte et n'en peuvent plus d'attendre. Madame la ministre, afin de leur apporter la preuve de notre engagement sans faille sur ce sujet, défini comme l'un des axes majeurs du quinquennat d'Emmanuel Macron, pourriez-vous nous préciser le calendrier d'examen du projet de loi grand âge par le Parlement? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florence Lasserre. L'engagement des parlementaires sur ce banc, l'engagement du gouvernement est sans faille. Je vous le dis ici, conformément à l'engagement pris par le Premier ministre, la réforme du grand âge et de l'autonomie fera l'objet d'un projet de loi qui sera spécifique, qui sera présenté à l'été 2020. Vous avez raison, il faut transformer l'accompagnement des personnes âgées. Chacun connaît les attentes légitimes de nos concitoyens à cet égard. Rester chez soi le plus longtemps possible grâce à des services à domicile renforcés, pouvoir choisir un lieu de vie intermédiaire entre le domicile et l'établissement, être accueilli dans des EHPAD rénovés ou encore être mieux en capacité d'assurer financièrement le coût d'un hébergement en établissement, être accompagné par des professionnels bien formés et en nombre suffisant. La réforme doit à la fois permettre, et vous l'avez évoqué, à la fois de répondre à l'urgence, mais aussi de préparer le système qui nous permettra de faire face au choc démographique à venir. Alors plusieurs mesures ont été annoncées, sont en cours de mise en œuvre. Première série de mesures engagées dans le PLFSS pour 2020 avec près de 500 millions d'euros, vous l'avez évoqué, pour le secteur du grand âge et de l'autonomie, notamment pour le recrutement des personnels en EHPAD. La stratégie Agir pour les aidants, qui a prévu 17 mesures qui sont très concrètes pour les personnes qui accompagnent les proches en situation de perte d'autonomie, avec un financement de 400 millions d'euros sur la période 2020 à 2022, ou encore la stratégie Vieillir en bonne santé, qui a été annoncée début janvier 2020, pour déployer la prévention à tous les âges, pour préserver l'autonomie des aînés le plus longtemps possible. L'objectif est bien, je vous le répète, que ce projet de loi puisse être présenté à l'été. Une conférence nationale des métiers du grand âge rassemblant toutes les parties prenantes concernées sera ensuite organisée dans la foulée de la présentation de ce projet de loi pour assurer la mise en œuvre des initiatives qui nécessitent la mobilisation de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des collectivités, des partenaires sociaux ou encore des fédérations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe mon collègue Olivier Dassault qui défend le barreau de Beauvais comme moi celui d'Avignon ou de Carpentras. Car ma question, Monsieur le Premier ministre, évidemment concerne les avocats. J'étais avec eux hier pour protester contre votre réforme des retraites
Et au-delà des avocats, d'ailleurs, c'est la question des indépendants, des professions libérales, avec un projet de loi qui risque d'avoir un impact désastreux sur leur carrière future. Votre projet actuel, sous couvert d'universalité, veut en réalité uniformiser des carrières et des professions objectivement différentes, en mettant dans le même sac salariés et libéraux, en confondant régimes spéciaux et caisses autonomes et en mettant sur le même plan des régimes déficitaires et des régimes excédentaires. Dans le système que vous imaginez pour les avocats, ils vont percevoir, pour ceux qui ont moins de 40 000 euros par an, qui perçoivent moins de 40 000 euros par an, c'est-à-dire la moitié de la profession, ils vont voir leur taux de cotisation doubler pour une pension qui va baisser d'un tiers. Qui veut payer plus pour gagner moins? En faisant cela, vous allez étrangler financièrement des milliers d'avocats, ceux qui font vivre l'aide juridictionnelle et qui assurent une mission de proximité d'accès aux droits pour nos compatriotes les plus modestes. La réponse à ce malaise est pour le moins fumeuse. On parle de baisse des cotisations hors retraite, c'est-à-dire de la CSG, mais aussi d'utiliser une partie des réserves accumulées par les avocats. Alors quand on sait que toutes les professions libérales sont concernées par cette hausse des cotisations, on note la désinvolture. Non seulement vous les cocufiez, mais en plus vous leur demandez de payer la chambre. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de sortir de cette grève sans précédent des barreaux. Et donc ma question est simple, quand allez-vous proposer une sortie raisonnable et respectueuse de leurs droits? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aubert, l'élégance de votre question n'a d'égal que l'inexactitude des propos que vous y tenez. Je voudrais simplement ici dire 2 ou 3 choses. Je sais évidemment que la mobilisation des avocats contre le projet de réforme des retraites traduit une inquiétude de la profession dont nous avons absolument conscience. Et c'est bien pour répondre à ces inquiétudes que le gouvernement a fait un certain nombre de propositions. Ces propositions supposent évidemment de rentrer dans le régime universel des retraites, ce que les avocats réfutent par principe. Or, nous pensons qu'il s'agit d'un progrès, d'un véritable élément de justice sociale, et c'est ce pourquoi nous souhaitons qu'ils puissent l'intégrer. Nous voulons toutefois prendre en compte les particularités de leur profession. Et dans ce cadre-là, nous avons fait au moins 3 propositions que je vous livre ici. Premièrement, leurs pensions ne baisseront pas. Nous avons fait plusieurs simulations, et notamment pour un revenu de 32 000 € qui est inférieur au revenu médian, nous pouvons affirmer que les pensions ne baisseront pas. Deuxièmement, et je tiens à le dire ici, les avocats pourront conserver une caisse propre et assurer la gestion de leurs réserves. C'est un point qui, je crois, est important pour eux. Un 3e élément est également important, c'est celui sur lequel vous insistez, et il s'attache aux cotisations. Nous proposons des dispositifs de transition vers le système universel pour ne pas mettre en péril l'économie des cabinets. Nous avons fait dans ce cadre-là plusieurs propositions sur les cotisations et contrairement à ce que j'entends encore trop souvent, non, je le dis ici clairement devant vous, nous ne demanderons pas aux avocats de doubler l'effort financier pour financer leur retraite. Nous recevons avec Monsieur le Premier ministre les avocats à nouveau ce soir. Nous leur redirons cela très clairement en donnant des propositions et des garanties. Merci Madame la Ministre. Monsieur, s'il vous plaît, la parole est à Monsieur Aubert. Madame le ministre, l'euphémisation de votre réponse ne cache pas la brutalité de votre méthode. Les avocats savent lire, ils ont très bien compris. Et la brutalité de la réforme de la carte judiciaire, qui va se terminer sans doute par la disparition de certains juges pour les départements qui ont le malheur d'avoir un député En Marche, d'avoir un député LR, pardon, d'après le Canard enchaîné, traduit avec, conjugué avec la baisse des impôts. La parole est à Monsieur Nicolas Desmoulins. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Lancé en 2017, le plan Logement d'abord vise à trouver un logement durable aux sans-abri. En 2018, 70 000 personnes sont sorties de la rue ou des centres d'hébergement. En 2019, elles étaient plus de 80 000. Ces résultats nous confortent dans l'efficacité de cette stratégie, même s'il reste encore beaucoup à faire. En parallèle, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, nous avons renforcé de manière pérenne les maraudes. Il était aussi nécessaire d'améliorer les conditions d'accueil de jour et d'enrichir l'offre de services rendus.
Il y a un an, à Montpellier, nous avions inauguré, Monsieur le ministre, la bagagerie solidaire de la Croix-Rouge avec plus de 75 casiers. Les bénévoles ont depuis témoigné du succès de cette initiative, mais surtout des résultats concrets, puisque certains ont aujourd'hui trouvé un emploi. Car un geste aussi simple que déposer son sac dans un lieu sécurisé constitue l'un des premiers pas pour se projeter dans l'avenir. C'est également un moyen de renouer du lien, de s'ouvrir de nouveau à la confiance. Quand on ne possède rien, tout a une valeur. C'est pourquoi je me réjouis des nouveaux moyens octroyés à la création des bagageries solidaires partout en France. Il nous faut aussi multiplier les initiatives pour les sans-abri, que ce soit pour le logement, l'accueil, l'amélioration des services, mais aussi l'emploi. Vous avez annoncé, Monsieur le ministre, la création d'un nouveau service public appelé « De la rue au logement ». Il doit voir le jour ce mois-ci en Île-de-France. Pouvez-vous nous en détailler le contenu? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre du Logement et de la Ville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Desmoulins. Personne dans notre République peut accepter que des femmes, des enfants, des hommes dorment à la rue. À chaque fois, ce sont des drames parce que la rue, ça tue tout au long de l'année, pas uniquement lorsque les températures sont extrêmement basses. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le député, non pas pour votre question, mais vous remercier pour votre action. Parce que je sais à quel point c'est un sujet que vous prenez à bras-le-corps et sur lequel vous êtes beaucoup impliqué. Mais je voudrais, à travers ces remerciements, remercier l'ensemble de la majorité parlementaire et présidentielle. Parce que oui, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, vous avez porté cette politique du logement d'abord, à Montpellier, à Toulouse, à Metz, à Paris et dans beaucoup d'autres endroits. Je crois que c'est d'ailleurs là aussi une politique qui dépasse les majorité présidentielle qui regroupe beaucoup de personnes sur également les différents bancs. Mais en tout cas, ça témoigne, si tant est que cela soit nécessaire, l'humanité dont vous faites preuve dans beaucoup de politiques publiques et soyez-en profondément remerciés. Et cette politique publique du logement d'abord, aujourd'hui, elle a permis effectivement de sortir 150 000 personnes de la rue en 2 ans. 150 000 personnes. C'est autant de femmes et d'enfants qui, grâce à cette politique, sortent de la précarité de l'habitat pour retrouver un logement, une dignité et enfin pouvoir se réinsérer. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de démultiplier, de changer d'échelle. Et c'est ça l'acte 2 du logement d'abord. C'est ça cette politique publique de la rue au logement. Et concrètement, ça veut dire que d'une part, vous avez décidé, voté des crédits supplémentaires, ce sera 45 millions d'euros votés lors de la dernière loi de finances. Mais en plus de ça, c'est une structuration d'une politique publique. Un service public qui permettra d'aller chercher les personnes dans les centres d'hébergement d'urgence et à la rue, pour aller les accompagner vers une solution pérenne de logement. C'est ça, ce service public. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas suffisamment coordonné. C'est ce que nous faisons à partir de cette année. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire litigieuse, ne présente pas de garantie d'objectivité. Par ces mots sévères, le Conseil d'État a rejeté la circulaire de votre ministre de l'Intérieur qui, au lieu de s'occuper de la sécurité des Français, s'attelle à de petites manœuvres politiciennes. Le ministre avait un double objectif. Premièrement, pas d'étiquette politique en dessous de 9 000 habitants, soit 96% des villes et 54% des Français. Deuxièmement, l'apparition d'une nouvelle catégorie politique, liste diversante, qui regrouperait non seulement des listes investies par votre majorité, mais également des listes plus ou moins soutenues par votre parti, La République En Marche. Pour faire simple, des candidats soutenus, malgré eux, en 2020. Gonfler les résultats parce que votre majorité n'est pas capable de gagner des mairies. Revendiquer des victoires là où vous n'avez même pas eu un candidat. Bref, opérer un coup de force démocratique, punir la France des territoires, car elle n'est pas la France macroniste. Après avoir inventé « Balance ton maire », vous persévérez avec « Efface ton maire ». Mais grâce notamment aux Républicains, la supercherie a été révélée et le Conseil d'État vient de vous affliger un véritable camouflet. En quelques jours, c'est le deuxième des aveux après celui très sévère sur les retraites. Émile de Girardin, politique, disait « Il n'est jamais trop tard pour reconnaître qu'on a commis une faute, car la reconnaître, c'est commencer par la réparer ». Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous reconnaître vos torts dénoncés par le Conseil d'État?
Pouvez-vous garantir une véritable information, une information sincère sur l'expression du vote des Français? Pouvez-vous nous garantir concrètement que votre nouvelle circulaire ne cherchera pas, comme la précédente, à fausser la démocratie en maquillant le vote des Français? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Boyer, réparons, vous m'y invitez. Et non seulement vous avez raison de m'y inviter, mais c'est déjà fait. La nouvelle circulaire a été publiée ce matin, et j'ai souhaité qu'elle soit publiée, pour prendre en compte l'ensemble des remarques qui ont été faites par le Conseil d'État. Vous le savez, 3 catégories de remarques ont été faites. Une sur la question du seuil, qui était liée à une expression très courante chez les maires dans la ruralité. Vous le savez, Madame la députée, je suis élu des Alpes-de-Haute-Provence. J'ai le souvenir de l'ensemble des maires qui, confrontés à ce nuançage d'office des préfets, un nuançage qui est fait de façon objective, mais qui n'est pas fait en concertation avec le candidat devenu maire. C'est sur cette base-là que très souvent les maires ont râlé et que les associations des maires, et en particulier l'Association des maires ruraux de France, avaient râlé. Et donc j'ai fixé le seuil à 3 500 habitants, qui est un seuil sur lequel, je crois, votre groupe avait eu l'occasion de se prononcer favorablement au moment d'une discussion sur un amendement il y a quelque temps, et où les LR ont voté favorablement sur un amendement identique au Sénat. D'autre part, j'ai fait évoluer conformément à la demande de précision du Conseil d'État le nuançage, avec demain une nuance qui ira sur des listes divers gauche, des listes divers droite et les listes divers centre. Et sur le troisième point, nous avions considéré que l'aspiration de M. Nicolas Dupont-Aignan pour son parti politique d'être le Premier ministre de Mme Le Pen pouvait permettre de le localiser dans la zone d'extrême droite de notre hémicycle. Le Conseil d'État a dit que ça n'était pas le cas et donc nous avons catégorisé spécifiquement la liste Debout la France au titre d'une catégorie politique, Debout la France. Voilà, Madame la députée, notre volonté, celle d'écouter les remarques faites par le Conseil d'État et de les prendre pleinement en compte et de rechercher des propositions qui sont conformes aux aspirations. La circulaire, Madame la députée, est publiée sur le site du ministère de l'Intérieur depuis ce matin et bien évidemment, si besoin, je suis prêt à vous la communiquer. Merci, Monsieur le ministre, Madame la députée. Monsieur le ministre, nous examinerons la circulaire et nous en tirerons les conséquences, peut-être par un nouveau recours. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'on efface le vote des Français, on ne veut pas qu'on maquille le vote des Français. Et c'est la manœuvre à laquelle vous vous êtes livré. Le Conseil d'État vous a remis dans le droit chemin de la démocratie. On va voir si ce deuxième exercice est... La parole est à Monsieur Christian Hutin. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai jamais président de la République, Monsieur le Premier ministre. Tant mieux. Mais je peux dire une chose, c'est que vous êtes quelqu'un d'humain. On parle rarement à livre ouvert dans cette Assemblée. Et ma famille a eu des grosses difficultés à un moment, moi-même. Et vous avez été le premier à m'appeler. C'est dire que le propos que je tiens sera dans le même esprit que M. Bricot. Dans le même esprit. Malheureusement, votre ministre, et jeudi, moi j'étais sur les bancs et mon groupe m'a fait l'honneur de pouvoir défendre cette loi qui était absolument formidable de votre suppléante, monsieur le Premier ministre, sur le diabète. C'est une loi de votre suppléante qui a été votée à l'unanimité. Non, c'est pas vrai ? Successrice, pour ne pas être sexiste. Et ça a été voté à l'unanimité. Ça a permis à un ensemble de gens, y compris les gamins qui étaient là, AK, etc., qui ont couru. Et ça a été formidable. Et malheureusement, dans les minutes qui ont suivi, nous sommes tombés dans un gouffre. Dans un gouffre. Je le dis très clairement. Pourquoi sommes-nous arrivés dans ce gouffre ? Mais j'en ai aucune idée. J'ai une petite fille qui s'appelle Adèle, qui a 8 mois. Et Adèle, c'est Victor Hugo. Et, alors moi je ne suis pas Internet, hein, je lis un peu. Et Madame la ministre, vous avez trop dit, ce sont des strophes de Victor Hugo. Et peut-être n'avez-vous pas assez dit, parce que j'espère de tout mon cœur que la cage s'ouvrira et que les parents que vous allez rencontrer, et malheureusement l'ensemble des gens qui en souffrent, pourront bénéficier de cette énorme erreur. Merci, monsieur le député.
La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hutin, vous avez commencé votre question en évoquant un lien qui nous lie, et je n'en aurais pas fait état, mais je vous remercie d'en faire état. Nous nous connaissons, et nous savons qu'au-delà des désaccords, nous pouvons nous parler en confiance et en assumant des désaccords. Un mot pour rendre justice à Madame Firmin-Lebaudot, qui aura l'occasion de poser une question dans quelques secondes. Elle n'est pas ma suppléante, elle a été élue sur le siège que j'occupais avant elle, mais c'est évidemment assez différent. Je lui rends hommage et vous l'aviez corrigé. Je vais vous répondre, Monsieur le député, avec au fond la même humilité que celle que vous avez utilisée dans votre question. L'humilité d'un père de 3 enfants dont la seule véritable angoisse est d'en perdre un. Et l'humilité de quelqu'un qui, justement, sait qu'il a eu la chance de ne pas connaître cette douleur que beaucoup de nos concitoyens ont connue et qu'un certain nombre de parlementaires qui siègent dans cet hémicycle ont enduré. Je ne suis pas sûr, du coup, que l'on puisse, d'une certaine façon, faire complètement état de ce qui est ressenti par un homme ou par une femme lorsque son enfant, en vérité mineur ou pas, disparaît. Est-ce qu'il est bon et nécessaire que la solidarité nationale et qu'un cadre législatif adapté viennent accompagner les parents qui sont confrontés à ce drame? Oui, évidemment oui. Est-ce que ce cadre est aujourd'hui satisfaisant? Est-ce que ce cadre est aujourd'hui satisfaisant? Il peut sans doute être amélioré. À l'évidence, toute œuvre humaine peut être améliorée, et celle-ci en particulier. J'observe, et vous le savez parfaitement, Monsieur le député, que c'est assez récemment que le délai qui est au cœur du sujet qui a occupé l'hémicycle jeudi dernier a été allongé à 5 jours. C'était un amendement présenté par Madame Delaunay, et il portait de 2 à 5 jours, vous le savez, le délai en question. Et quelques années après, 3 ans et demi après, la question posée par le député Bricout était de savoir si on étendait ce délai de 5 à 12 jours. Faut-il étendre ce délai? Probablement. Je le dis là encore avec humilité. À combien faut-il le fixer? Monsieur le député, je vais vous dire, je ne sais pas, pour une raison très simple. C'est qu'à l'évidence, ceux qui se trouvent confrontés à cette situation ne sont pas... en vérité, aucun délai ne fera état et ne sera à la hauteur de la douleur qu'ils vivent. Et nous le savons parfaitement. Faut-il étendre ce délai? Probablement. Ce qui a animé la majorité, et pardon, je m'exprime au nom de la majorité, ce qui a animé le gouvernement, ça n'était pas la mise en cause de ce qu'une amélioration législative était utile et nécessaire, bien sûr que non. Ça n'était pas la mise en cause du dispositif particulier proposé par Monsieur le député Bricout, à qui je rends hommage. C'est l'idée, et je voudrais aller au bout de ma réponse, Monsieur le député, c'est l'idée que les éléments qui avaient été proposés ne semblaient pas prendre en compte un certain nombre de facteurs, je vais au bout, un certain nombre de facteurs qui sont pourtant essentiels. Avons-nous, Monsieur le député, réussi à expliquer cela? La réponse est non. Et de ce point de vue, j'assume, au nom du gouvernement, l'erreur, ou plus exactement, le caractère, plus exactement le caractère difficilement compréhensible pour nos concitoyens de la position qui a été formulée. Une fois que j'admets, au nom du gouvernement, le fait que nous n'avons pas su nous expliquer, que nous n'avons pas su dire pourquoi nous pouvions élargir un dispositif. Je veux indiquer 2 choses, Monsieur le député. D'abord, un certain nombre d'améliorations au dispositif. D'abord, un certain nombre d'améliorations que nous pouvons apporter à ce dispositif ne relèvent pas de la loi simple, si j'ose dire, mais doivent prendre la forme de compléments ou de dispositions qui s'insèrent dans le PLFSS. Je suis presque confus de faire de la technique compte tenu du sujet. Mais néanmoins, ici,
il n'est pas inutile de rappeler qu'un certain nombre de dispositions qui nous semblent peut-être encore plus utiles devraient relever du PLFSS et ne pouvaient donc pas, sous peine d'inconstitutionnalité, figurer dans ce projet de loi. Je crois, monsieur le député, que nous avons tout intérêt, comme un certain nombre d'orateurs l'ont redit, d'améliorer encore ce texte. Il sera forcément encore soumis au débat parlementaire, et c'est une chance. Ce sera d'abord le cas au Sénat, ce sera ensuite le cas à l'Assemblée nationale. Et j'ai toute confiance, je le dis, dans la capacité des parlementaires, de la majorité et des oppositions à améliorer ce texte, non pas par une surenchère sur le nombre de jours. Encore une fois, il y aurait quelque chose d'indécent à imaginer que c'est le nombre de jours qui détermine l'accompagnement de la société, mais en pensant à d'autres choses, à la capacité, dans le cadre de la sécurité sociale, et pas simplement à prendre en compte de l'accompagnement médical et de choses qui seront véritablement utiles. Pardon, monsieur le député, pardon, monsieur le président, j'ai été long dans ma réponse, mais elle mérite une réponse la plus claire possible, et je crois, monsieur le député, vous l'avoir apportée. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Sports. Madame la ministre, dans son livre témoignage « Un si long silence », Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, accuse l'un de ses anciens entraîneurs de viol. Je tiens d'abord à saluer son courage et à lui assurer tout notre soutien. J'ai été extrêmement touchée par ce témoignage en tant que femme, mais aussi en tant qu'ancienne patineuse et membre de cette fédération que je connais donc bien, très bien. Madame la ministre, vous avez demandé la démission de Didier Gaillaguet, président de la Fédération française des sports de glace, et dénoncé un dysfonctionnement général au sein de cette fédération. Je ne peux qu'approuver votre démarche constructive, d'autant que sa réaction choquante et inappropriée, ainsi que ses propos mettant en cause, sans la nommer, l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, que je salue, sont absolument abjects et scandaleux. Je salue la décision du parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineur par personne ayant autorité sur la victime et qui, par ailleurs, souhaite identifier toutes les autres victimes ayant pu subir des faits de même nature. Comme le déclare M. Gaillaguet, la fédération sportive n'est ni la police ni la justice. Eh bien, je souhaite qu'aujourd'hui, la police et la justice mettent tout en œuvre pour qu'enfin il soit mis un terme à ces sordides affaires, malheureusement encore trop sous silence et trop fréquentes, et que l'issue soit un réconfort pour Sarah et toutes les victimes concernées. Au-delà, il faut désormais protéger, rassurer et accompagner les autres sportives et sportifs qui auraient eu à subir de tels agissements ignobles. Madame la ministre, vous avez l'année dernière lancé un grand plan de mesures pratiques. Il est aujourd'hui urgent d'agir. Je ne peux évidemment que vous encourager. Alors, quels moyens concrets prévoyez-vous de mettre en place pour parer ce fléau qui touche de trop nombreuses disciplines et fédérations? Merci, madame la députée. La parole est à madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Firmin-Le Bodo. Oui, Madame, la situation est grave. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe et le sport n'est pas épargné. Dès mon arrivée au ministère des Sports en septembre 2018, j'ai pris des mesures pour prévenir les violences et mieux contrôler l'encadrement des pratiquants, qu'il soit fait par des professionnels mais aussi par des bénévoles. Je tiens aussi devant vous à saluer le courage de Sarah Abitbol et d'autres sportives et sportifs pour leur témoignage. Je veux leur dire que leur prise de parole ne sera pas vaine et qu'elle sert déjà à libérer la parole des enfants sur des faits plus récents et donc non prescrits. Cette situation impose une mobilisation sans précédent et j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour écarter les individus qui commettent de tels agissements. Concernant la Fédération des sports de glace et en particulier certains cadres, je prends toutes mes responsabilités. Vous l'avez dit, j'ai engagé une procédure de retrait de la délégation, demandé la démission du président de la fédération et je tiens à rassurer les sportifs, les licenciés des associations, ça ne changera rien pour eux. Avec le CNOSF, nous pouvons garantir la continuité de l'encadrement au quotidien, l'organisation des compétitions et la prise en considération des besoins des athlètes de haut niveau. J'engage aussi un accompagnement des 200 clubs de la fédération pour m'assurer des conditions d'encadrement de la pratique sportive. Une mission d'inspection générale est diligentée pour mettre en lumière le rôle et la responsabilité de chacun au sein de cette fédération. Au-delà de cas de cette fédération, nous avons mis en place une cellule dédiée au ministère pour traiter chaque cas de violence mis en lumière par les médias, des signalements ou des témoignages qui nous remontent directement au ministère.
Avec mes collègues Marlène Schiappa et Adrien Taquet, je réunirai d'ici fin février les acteurs du monde sportif et les associations de prévention des violences pour lancer un grand plan national de prévention de ces dérives. N'oublions jamais que le club est avant tout l'école du vivre ensemble et que les comportements déviants de certains ne doivent jamais ternir cette ambition. Je veux que le sport soit exemplaire. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre de votre réponse. Vous avez déjà répondu, mais je crois qu'il est nécessaire et urgent aussi de rassurer les sportifs de haut niveau, les clubs, tous les bénévoles de nos associations qui aujourd'hui sont inquiets et ne souhaitent pas subir les conséquences de ces affaires. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Du haut de ces 20 ans, les 35 heures sont devenues un des symboles de la France. Moins glorieux que la Tour Eiffel, l'invention du cinéma, du TGV ou de la carte à puce. Personne ne nous jalouse, personne ne nous copie. Sur le papier, elle permettrait de partager le travail sans toucher à la compétitivité et de lutter contre le chômage. Mathématiques. Or, la vie n'est pas une simple équation, ni un gâteau à partager. Dans la réalité, 20 ans après, le pouvoir d'achat s'est-il amélioré? Non. La compétitivité a-t-elle explosé? Non. Le chômage a-t-il chuté? Non. Le marché du travail est encore plus dur et plus injuste, pas depuis 20 ans. Les jeunes ont du mal à y rentrer. Vous me direz, ça aurait pu être pire, à force d'assouplissement, de contournement, de détricotage décidés par les gouvernements successifs. Les entreprises ont fini par s'adapter. Mais pour la fonction publique, l'histoire est plus triste. Elle souffre encore de cette désorganisation. En effet, les 35 heures ont tué les services de proximité parce qu'ils doivent faire autant avec moins. Elles ont créé de la précarité, de la complexité, des difficultés. Quand il y a beaucoup de malades, les hôpitaux travaillent plus sans plus d'effectifs. Quand il y a beaucoup de conflits, la justice travaille plus sans plus d'effectifs. Et comme il y a beaucoup de manifestations, surtout depuis 1 an et demi, les pompiers, les policiers, les gendarmes travaillent plus, y compris si leurs heures supplémentaires ne sont pas payées en totalité ni récupérées. Alors aujourd'hui, à l'heure de la révolution digitale, la question du rapport au travail se pose de nouveau dans toutes ses dimensions. Les Français sont courageux, valeureux, volontaires. Travailler plus pour gagner plus les ont déjà séduits. Alors, Madame la Ministre, que proposez-vous maintenant? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le député Olivier Dassault. Alors, c'est vrai qu'à l'occasion des 20 ans, des 35 heures, sont beaucoup débattus les résultats réels des 35 heures. Il y a des analyses et des controverses sur ce sujet. Mais la vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que les 35 heures aujourd'hui ne sont plus un sujet de performance économique pour notre pays. Savez-vous que les salariés en France, en moyenne, travaillent plus d'heures que les Allemands et les Britanniques? 37,2 heures par semaine en France, contre 36,5 en Allemagne et 34,9 au Royaume-Uni. Aujourd'hui, ce sujet s'est réglé par des assouplissements successifs, par des accords des partenaires sociaux, par les systèmes d'heures supplémentaires, par une adaptation au terrain. Et un élément important qui a contribué à ça, ce sont les ordonnances travail d'il y a 2 ans et demi, puisque depuis, on a beaucoup plus de souplesse à condition d'en avoir un accord d'entreprise ou de branche. Ce que nous avons constaté avec Bruno Le Maire et avec Agnès Pannier-Runacher, très investis sur le sujet de l'attractivité, c'est qu'à Choose France, où tous les investisseurs que nous voyons, toutes les PME que nous voyons, très honnêtement, depuis 2 ans et demi, quasiment plus personne ne nous parle des 35 heures. Ça n'est plus le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet du passé. Le sujet de demain, c'est quoi? C'est continuer sur la compétitivité, accélérer sur les compétences, être plus attractif. Grâce à ça, la France est devenue le premier pays d'attraction des investissements étrangers d'Europe. Pour la première fois, je crois qu'on est sur la bonne voie. Donc ne repartons pas à des débats du passé et leur poids idéologique. Allons pragmatiquement, directement vers l'avenir. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, quelques secondes. Oui, quelques secondes juste pour vous dire, Madame la Ministre, que ce que vous m'avez dit est simplement un hommage aux ouvriers français qui travaillent très bien et certainement mieux que, effectivement, les Anglais ou les Allemands. Mais c'est quand même de la théorie. En théorie, tout se passe bien. Alors, je vous en supplie, écoutez, apprenez et agissez. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne-Laurence Pétel. Merci, Monsieur le Président.
Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Adrien Taquet. Monsieur le ministre, alors que l'épidémie de coronavirus touche près de 20 500 personnes dans le monde, depuis vendredi dernier, ce sont 301 ressortissants français et étrangers qui ont été rapatriés dans les Bouches-du-Rhône, à Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence. Dimanche, vous étiez présent pour accueillir 64 de nos compatriotes, mais aussi 190 ressortissants de plusieurs nationalités sur la base militaire d'Istres, en provenance de Wuhan, en Chine. C'est à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENSOSP, à Aix-en-Provence, que 76 d'entre eux vont entamer une période de confinement de 14 jours. Cette école accueillait la semaine dernière encore près de 500 élèves stagiaires et c'est donc dans une grande urgence, mais avec un très grand professionnalisme, que toutes les mesures ont été prises pour assurer l'accueil et la prise en charge sanitaire et logistique des personnes rapatriées, mais aussi l'information des populations. Pour avoir visité les locaux de l'ENSOSP ce dimanche en votre compagnie, je voudrais, au nom de la représentation nationale, féliciter et remercier les services de l'État, mais aussi la direction de l'école, qui, sous l'autorité du préfet de région, ont pris en main ces opérations et organisé les 2 sites de quarantaine des Bouches-du-Rhône. La réserve sanitaire et la sécurité civile assurent la présence médicale et le site de confinement est sécurisé par la police nationale et une compagnie de CRS. La réactivité des services de l'État et leur professionnalisme sont de nature à démontrer aux riverains, s'il en était besoin, que la situation est sous contrôle et qu'aucun risque sanitaire n'est à craindre. Nous pouvons être fiers d'accueillir dans les meilleures conditions nos compatriotes et ressortissants étrangers, car il est de notre devoir de le faire. Aussi, Monsieur le secrétaire d'État, et afin de répondre aux questions légitimes des Français et des riverains des sites de quarantaine, je souhaite savoir combien de Français doivent encore être rapatriés, seront-ils accueillis dans les lieux déjà réquisitionnés, ou bien devrons-nous en ouvrir d'autres? Et enfin, quelles sont les informations sanitaires plus récentes que vous pouvez nous donner? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Pétel, vous l'avez rappelé, 2 avions ont rapatrié les 31 janvier et 2 février dernier les Français qui le souhaitaient par voie aérienne depuis Wuhan. La ministre Agnès Buzyn était présente sur le tarmac le 31 janvier dernier pour accueillir nos 180 ressortissants français. J'y étais moi-même en votre compagnie dimanche dernier pour accueillir ces 291 arrivants de 30 nationalités différentes, incluant la France, 64 ressortissants français, ainsi que 190 étrangers répartis entre 135 ressortissants de l'Union européenne et 55 ressortissants de pays tiers. Les Français de retour de Wuhan ont tous été pris en charge dès leur arrivée par une équipe médicale. Une vingtaine d'entre eux, ça avait été évoqué, avaient quelques symptômes non directement liés au coronavirus à leur entrée dans l'avion. Des tests ont été faits sur le tarmac dès leur arrivée afin d'appréhender si leur situation avait évolué. Le bilan de ces tests se sont tous révélés négatifs, raison pour laquelle ils ont pu, dès le dimanche soir, rejoindre les différents centres et rentrer dans cette phase de 14 jours qui correspond à la phase d'incubation du virus. 14 jours pendant lesquels nous allons les suivre et les accompagner. Nous avons d'ailleurs pu ensemble visiter l'accueil à Carry, à Aix-en-Provence, où un certain nombre d'entre eux ont pu être accueillis. Concernant les arrivées par voie aérienne depuis la Chine, je souhaite rappeler qu'un accueil spécifique des voyageurs a par ailleurs été mis en place aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Saint-Denis-La Réunion pour les vols en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao. Et que votre question soit l'occasion pour moi de féliciter et de remercier l'ensemble des professionnels de santé, de la sécurité civile, nos forces armées, gendarmerie, police. Je pense, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, que nous pouvons être fiers de l'ensemble de nos professionnels. Je pense qu'il y a peu de pays dans le monde qui sont capables, comme la France, d'organiser en si peu de temps la prise en charge et l'accompagnement de nos ressortissants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vendredi dernier, pour la première fois, un État membre quittait l'Union européenne. Aussi, nous devons avoir une pensée pour les 800 élus municipaux britanniques qui vont quitter leurs fonctions et il convient de saluer leur engagement et leur action au service de nos communes et de leurs habitants. Les États membres entrent dans une phase de négociation déterminante avec le Royaume-Uni. La question commerciale sera centrale. Michel Barnier a indiqué hier que cet accord visera notamment à éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés avec le continent. Nous rappelons que cet accès au marché unique ne pourra se faire aux dépens des réglementations protégeant les consommateurs européens et l'environnement.
Nous devons nous opposer à tout dumping social et fiscal aux portes de l'Europe. Certains secteurs seront particulièrement exposés. C'est le cas en Normandie, territoire dont je suis élu. Du futur accord dépendra l'accès de notre agriculture et de nos industries, notamment agroalimentaires, au marché britannique. Les nouvelles démarches administratives et les différents contrôles pourront avoir un impact sur des filières spécifiques comme la filière équine, très importante dans le département de l'Orne. Ce sont 600 chevaux chaque année qui traversent la Manche. Se posera aussi la question de l'accès au territoire européen. L'attractivité touristique pourrait en souffrir alors même que de très nombreux Britanniques visitent chaque année les différentes régions de notre pays. À cela s'ajoute une menace très présente, celle pesant sur le secteur de la pêche. Notre dépendance aux eaux britanniques est réelle puisque 40% de la pêche française s'y fait. Le gouvernement britannique vient de présenter un projet de loi prévoyant une reprise en main ferme sur les eaux territoriales. Hier, les eaux de Guernesey ont été interdites aux pêcheurs français. Face à ces inquiétudes, Monsieur le ministre, quelles sont les lignes rouges que la France entend défendre sur les principes généraux de cette négociation et notamment dans la défense de nos intérêts économiques, de l'intérêt de nos habitants et des pêcheurs français? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous nous interrogez ouvrés après le Brexit sur les priorités que nous nous fixons et sur le mandat que nous allons confier à Michel Barnier pour porter la voix des 27. D'abord et avant tout, il faut rappeler que ce qui nous a permis de clarifier la situation vis-à-vis des Britanniques, c'est notre unité. C'est parce que nous avons pu, derrière Michel Barnier, parler unis que nous avons réussi à avoir une sortie ordonnée. Notre position sur la négociation à venir est simple. Nous ne serons d'accord sur rien si nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est-à-dire que nous lions intrinsèquement les sujets de l'accord commercial, le fameux zéro tarif douanier, zéro quota que cherchent les Britanniques, le sujet de la convergence réglementaire, le fait que nous ne pouvons pas échanger si nous n'avons pas les mêmes règles, et le fait de la pêche. Parce que nous voyons que sur ces trois sujets-là, il nous faudra une gouvernance claire, il nous faudra de la visibilité, il nous faudra de la prévisibilité, parce que derrière ces sujets, ce sont des entreprises, des emplois. Nous n'avons pas souhaité le Brexit. Et donc nous devons absolument protéger et défendre nos intérêts, nos pêcheurs, nos agriculteurs. Nous ne pouvons pas non plus faire des échanges, sacrifier les uns pour protéger les autres. Parce qu'il y aura des questions industrielles, il y aura des questions de défense, des questions de sécurité, des questions pour la recherche, des questions dans tous les domaines. Et donc notre position, c'est que nous lions les sujets. Nous ne signerons pas un accord sous la pression du temps. Nous ne signerons pas un accord parce que Boris Johnson nous demande de signer à tout prix. Nous nous engageons pour 20 ou 30 ans. Nous nous engageons pour une nouvelle décennie avec le Royaume-Uni. Certains sujets sont bilatéraux. Les sujets de défense, nous fêterons les 10 ans de Lancaster House prochainement. Nous nous engageons également donc pour protéger la compétitivité des entreprises. Il est clé, comme vous l'avez dit, que sur la pêche, l'accès aux eaux, que sur les normes sanitaires, que sur les normes environnementales, l'Europe ne peut pas d'un côté avoir de grandes ambitions et mettre en place un Green Deal, des normes sociales et une vision progressiste d'une économie sociale de marché et avoir à ses portes un concurrent déloyal. C'est pour cela que, unis derrière Michel Barnier, nous sommes confiants, clairs et nous prendrons le temps nécessaire. La parole est à madame Stéphanie Do. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, il y a 2 semaines, j'ai présenté devant la CEC un rapport intitulé « Évaluation des coûts et bénéfices de l'immigration en matière économique et sociale », dont j'étais co-rapporteur avec Pierre-Henri Dumont. Ce rapport est important, surtout parce qu'il déconstruit beaucoup d'idées reçues sur l'immigration qui sont propagées par certains courants politiques. Non, l'immigration n'a pas d'impact négatif sur l'économie française. En réalité, son incidence sur le marché du travail et les finances publiques est modérée. Et de plus, son impact sur la croissance et la compétitivité est positif à long terme. C'est ce que des mois de travail et des auditions de 30 experts responsables d'administration, ainsi qu'un rapport préliminaire travaillé avec France Stratégie depuis 2018, nous permettent d'affirmer. L'un des axes principaux de ce rapport est l'amélioration de l'insertion professionnelle des immigrés, notamment celle des femmes. Les immigrés sont plus exposés au chômage et plus souvent déclassés par rapport à leur qualification. Il faut agir afin de favoriser l'insertion et de faire l'immigration professionnelle une force dans notre pays.
Plusieurs leviers doivent être activés afin de poursuivre les efforts engagés, notamment poursuivre et valoriser les dispositifs vers l'emploi au-delà du contrat d'intégration républicaine. Ce rapport plaide plus généralement en faveur de l'immigration professionnelle. Il faut renforcer et mieux piloter. Il formule 22 propositions qui vont dans ce sens. Cela va à la nécessité de rendre la France plus attractive pour les immigrés qualifiés, à la volonté d'actualiser les procédures de recrutement des travailleurs étrangers, en passant par la nécessaire amélioration du système de reconnaissance des qualifications des immigrés. Jusqu'à présent, notre politique est restée tournée vers l'immigration familiale et humanitaire. La volonté politique du gouvernement commence à s'attaquer à l'immigration professionnelle, mais il faut aller encore plus loin. Madame la ministre, quelles mesures prévoyez-vous afin de favoriser l'immigration professionnelle et de la rendre plus efficace en améliorant l'intégration professionnelle de ces immigrés? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Do. Oui, le rapport que vous et Pierre-Henri Dumont avez publié est très important. C'est une contribution importante au sujet de l'immigration professionnelle. Il invite notamment à repenser les procédures de recrutement, de formation, d'intégration pour à la fois faire plus de justice sociale, mais aussi une meilleure réponse aux besoins économiques du pays, notamment des PME, dont je rappelle qu'une sur deux a du mal à recruter. Alors évidemment, le premier souci dans le recrutement, c'est de favoriser la formation des demandeurs d'emploi. C'est ce que nous faisons à travers le plan d'investissement dans les compétences, où 2 millions de jeunes et 2 millions de jeunes et demandeurs d'emploi sont formés. Mais l'immigration professionnelle, on le voit dans les études, ne concurrence pas en fait la main-d'œuvre locale. Elle vient compléter les besoins qui ne sont pas couverts dans le pays, à condition qu'elle soit bien pensée. Et pour cela, nous avons lancé en novembre 2019 une concertation avec les partenaires sociaux et l'Association des régions de France sur 2 sujets. Le premier, c'est de simplifier les outils et les procédures qui régissent la délivrance des autorisations de travail. Il y a beaucoup de complexité inutile, il faut être proche du terrain et régler ces problèmes. Le deuxième, c'est de construire des outils qui permettent de déterminer les objectifs quantitatifs par métier, par famille de métiers, pour notre politique d'immigration professionnelle en fonction des besoins de l'économie. Mais le troisième sujet, vous l'avez évoqué, c'est aussi de faire des efforts tout à fait inédits en matière d'intégration. Vous l'avez rappelé, on a très souvent pensé la politique du logement, la politique des visas et la politique de l'emploi et de la formation de façon complètement séparée. Alors, dans le cadre du plan d'investissement compétences, nous avons décidé de consacrer 150 millions d'euros pour multiplier par 5 les efforts de formation des réfugiés à travers plusieurs programmes, dont HOPE. Ces efforts vont être en particulier ciblés sur les femmes immigrées qui sont souvent moins intégrées parce qu'elles sont moins aidées dans l'accès à la formation et à l'emploi. Oui, une meilleure intégration des travailleurs immigrés, c'est à la fois plus de justice sociale, plus d'efficacité économique, et nous allons ensemble améliorer ce dispositif. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé, la téléphonie 5G est déployée dans plusieurs villes tests. Alors que nous servons déjà de cobayes, votre gouvernement vient d'annoncer la mise aux enchères des fréquences pour les opérateurs. Comme 260 chercheurs et médecins avant moi, j'ai alerté il y a plusieurs mois le gouvernement sur les risques sanitaires et environnementaux de cette technologie. J'ai reçu une réponse de Madame Buzyn, improvisée ministre de la téléphonie. En effet, Madame la Ministre me vante le bonheur des objets connectés. Réponse risible s'il n'y avait pas un grave problème. Tandis que les antennes se multiplient, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a rendu un rapport où elle se déclare incapable d'évaluer la dangerosité des ondes 5G. Elle ne pourra rendre ses résultats définitifs qu'en 2021, plus d'1 an après l'ouverture du marché aux opérateurs, alors que le Centre international contre le cancer a classé les ondes comme cancérogènes probables. Actuellement, les opérateurs installent dans nos villes, sur nos trottoirs et nos abribus des antennes dont on ne saura que dans 1 an si elles nous empoisonnent à grande échelle. Et ce, alors que personne, je dis bien personne, Madame la Ministre, n'a demandé la 5G. Alors que le nombre de cancers ne cesse d'augmenter, nous sommes tous exposés pour servir des intérêts financiers. Ce fantasme technologique, en plus de créer des besoins artificiels que personne n'a demandés, menace notre santé et notre environnement, mais pose aussi de graves questions de société sur la captation des données personnelles et leur protection. Comme pour l'exposition aux pesticides, les problèmes de santé environnementale sont visiblement pour vous le prix à payer pour continuer à nous faire consommer n'importe quoi du moment que ça fait du fric. Madame la Ministre, au vu des dangers encourus, quand allez-vous suspendre l'attribution des fréquences 5G? Quand allez-vous enfin protéger la population plutôt que les bilans comptables des multinationales?
Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Prudhomme, je trouve très intéressante votre question parce qu'elle pointe exactement un sujet dont nous nous sommes emparés, pas l'année dernière, mais il y a bien longtemps, puisqu'il y a aujourd'hui une législation qui impose aux opérateurs et aux équipementiers un seuil d'ondes électromagnétiques pour les individus. Ce seuil, si je puis me permettre, ce seuil, il a été défini sur la base d'une recommandation de l'Union européenne et avec un collège d'experts qui est approuvé par l'OMS. Voilà la réalité. Et ça vaut pour la 2G, pour la 3G, pour la 4G et pour la 5G. Deuxième élément, vous dites qu'on est en train de déployer la 5G partout. Mais monsieur, les enchères ne sont même pas démarrées. Les enchères ne sont même pas démarrées. La 5G, elle est aujourd'hui testée. La 5G est aujourd'hui testée sur des sites particuliers où il y a des mesures très régulières, justement pour vérifier que les seuils que je mentionnais, qui sont interdits, sont respectés. Troisième élément, qui a saisi l'ANSES ? Mais c'est le gouvernement, monsieur le député. C'est le gouvernement qui l'a saisi, pas pour constater qu'on n'a effectivement pas une étude longitudinale sur l'impact de la 5G au bout de 20 ans d'utilisation, puisqu'on ne l'a jamais utilisée, mais pour précisément faire en sorte que l'ANSES réunit l'ensemble des éléments pour être capable d'être présente aux côtés et nous donner le meilleur niveau d'information. Enfin, dernier point, depuis décembre 2018, vous avez un comité qui partage toutes les informations conduites par l'Agence nationale des fréquences et qui permet toutes les mesures avec les associations de consommateurs, avec les élus locaux, avec les opérateurs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de mieux vous renseigner. Et s'agissant de la 5G, je rappelle qu'il y a des emplois derrière. Merci, madame la ministre. S'il vous plaît, arrêtez de pousser des cris. Oh, mais c'est pas une halte garderie ici, enfin. La parole est à monsieur Yannick Favennec-Becot et à lui seul. Merci, monsieur le président. Arrêtez. Ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux. Mince matelas posé sur une dalle de béton, saleté repoussante, bruit incessant, insalubrité, vétusté, absence d'intimité jusque dans les toilettes, hygiène défaillante et surpopulation. Telle est, madame la ministre, la réalité des prisons françaises. Une réalité indigne du pays des droits de l'homme. Une réalité qui s'apparente à des traitements inhumains ou dégradants. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs condamné le 30 janvier dernier notre pays pour les conditions de détention déplorables dans nos prisons surpeuplées. Selon une récente étude du Conseil de l'Europe, la France est parmi les lanternes rouges de la densité carcérale en Europe, avec un taux de 116 détenus pour 100 places. Et c'est dans ma région des Pays de la Loire, à La Roche-sur-Yon précisément, que le taux d'occupation en France est le plus élevé, avec 86 détenus pour 39 places, madame la ministre. À la recommandation de la CEDH d'envisager l'adoption de mesures générales pour supprimer le surpeuplement et améliorer les conditions matérielles de détention, vous annoncez 7000 nouvelles places d'ici à 2022 et l'absence d'incarcération pour les peines de prison inférieures à 1 mois. Ce n'est pas suffisant, madame la ministre. Allez-vous enfin entendre le député qui, comme ceux du groupe Liberté et Territoires, vous réclame une politique d'envergure, loin du cycle des réformes mal ficelées, rythmée par des révoltes de détenus et des mouvements de personnel? Allez-vous cesser ces inacceptables atteintes à la dignité de la personne humaine dans les prisons françaises? Là aussi, madame la ministre, sachez faire preuve d'un peu d'humanité. Merci, monsieur le député.
La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Favnec-Becco, j'ai évidemment lu avec beaucoup d'attention l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui porte sur 32 affaires. Le gouvernement est pleinement mobilisé, vous le savez, sur ce sujet. Nous avons deux types de réponses. Une réponse en termes immobiliers. Et comme vous l'avez relevé vous-même, nous allons créer 15 000 places de prison. C'est l'engagement du Président de la République. Nous avons jusqu'en 2022 un investissement de 1,7 milliard et nous créons différents établissements qui sont mieux adaptés au parcours de peine des détenus. D'ores et déjà, nous avons 2500 places opérationnelles de plus qu'en 2017, au moment où nous sommes arrivés. Mais nous avons également une réponse de nature pénale, car je ne crois pas que seule la réponse immobilière apporte les satisfactions que nous attendons. La réponse pénale, elle s'est déjà traduite par la mise en place d'une partie des réformes prévues par la loi du 23 mars dernier de réforme de la justice. Je pense notamment à la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine, qui a eu un vrai succès puisque les mesures ont doublé en quelques mois. Je pense également au placement sous bracelet électronique. Nous avons actuellement 11 500 personnes qui sont placées sous bracelet électronique. Cela représente 10% de plus qu'il y a 2 ans. Je pense également au développement du travail d'intérêt général qui nous permet aujourd'hui d'offrir 15% de postes de plus qu'il y a 1 an. Donc nous sommes vraiment dans cette perspective-là. Le 24 mars prochain, de nouvelles dispositions entreront en vigueur et je pense notamment au placement sous bracelet électronique de personnes qui auparavant avaient une très courte peine de prison de moins de 6 mois dont on sait l'inefficacité. Mais c'est une politique équilibrée puisque en compensation, quand les juges prononceront une peine ferme de 1 an de détention, elle sera immédiatement mise à exécution. Politique pénale, politique immobilière, tout cela nous conduit à baisser la surpopulation carcérale tout en étant extrêmement vigilants sur les infractions graves. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci Monsieur le Président. J'associe à ma question mon collègue Marc Le Fur. Le 31 janvier à minuit, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. En principe, rien n'aurait dû changer commercialement pour les pêcheurs de notre pays, puisque les règles communautaires continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre. Mais le gouvernement de l'île anglo-normande de Guernesey a fait exception dès vendredi dernier en suspendant l'accès aux pêcheurs français de la zone des 12 000 autour de Jersey, Sark et Aurigny. Dès le 1er février, le gouvernement a réagi, je le reconnais, en précisant que les pêcheurs français, et je pense plus particulièrement à ceux de Saint-Malo, pourront continuer à se rendre dans les eaux territoriales de Guernesey sur la base d'autorisations individuelles. Mais alors même que les pêcheurs de Guernesey continuent de pouvoir débarquer dans nos ports, les règles de délivrance de ces autorisations ne sont toujours pas définies et l'interdiction s'applique. Cet événement traduit mal ce qui va se passer dans les mois à venir si de telles décisions ne sont pas davantage anticipées. Cette première étape, seulement 24 heures après l'entrée en vigueur du Brexit, inquiète les pêcheurs de notre pays, ceux de Bretagne et de Normandie. Ils se sentent abandonnés par le gouvernement et s'interrogent sur les moyens mis en place pour mieux faire face à de tels événements. Dès le mois d'avril 2019, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous reconnaissez qu'en cas de Brexit sans accord, les conséquences pour les pêches seraient extrêmement préoccupantes. Quelles conséquences en avez-vous tirées? Les pêcheurs privés de pêche dans les eaux de Guernesey pourront-ils être indemnisés comme prévu par les nouveaux textes législatifs? Autant de questions qui interrogent et auxquelles la France ne semble pas bien préparée. C'est ce qui préoccupe les professionnels de la pêche. Monsieur le Premier ministre, notre pays a besoin d'une véritable politique de la pêche et de la mer. Envisagez-vous de renforcer les moyens de votre gouvernement pour mieux contrôler et anticiper toutes les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gilles Lurton, d'abord permettez-moi de vous remercier pour le travail que vous faites dans votre territoire et notamment sur la pêche. Je sais que vous êtes toujours engagé et vous êtes toujours aux côtés de l'intérêt général et je voulais vous le dire. Ensuite, sur les deux points de votre question. Sur le Brexit, vous dites la France n'est pas préparée. Bon, on s'en est parlé déjà ensemble. La France est prête à affronter ce moment qui peut être terrible, qui serait celui où les Royaumes-Unis décideraient unilatéralement d'empêcher le fait que les pêcheurs européens et donc français
aillent pêcher dans leurs eaux territoriales. C'est absolument scandaleux. Il n'y a aucune possibilité autre de continuer. C'est la raison pour laquelle il faudra continuer à discuter avec eux. On l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre s'est exprimé, la pêche ne peut pas être la variable d'ajustement. Et le gouvernement s'engage à tout faire pour que les pêcheurs français puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Sur Guernesey, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu un petit souci de coordination, disons-le, puisque l'Union européenne souhaitait, avant de pouvoir entamer des discussions sur l'accès à Guernesey, que l'accord de retrait avec le Royaume-Uni soit ratifié. Ça a été un problème. Nous avons travaillé tout le week-end là-dessus, les services du gouvernement. Ce matin, les deux ministres, je l'ai dit tout à l'heure, Mme de Montchalin et Mme Ndiaye, étaient en Normandie pour discuter avec les pêcheurs. Parallèlement, nous étions en pleine négociation entre les services du ministère et les autorités de Guernesey. Et je dois vous dire que l'accord est trouvé. C'est une question de jours. Et les pêcheurs auront à faire des demandes individuelles. Il leur sera répondu favorablement. Et donc, je pense que nous arriverons assez rapidement. Le formulaire est en cours de validation. À mon avis, demain, les choses sont réglées. La seule chose qui nous importe, c'est que le plus vite possible, les pêcheurs puissent continuer à retourner à pêcher dans les îles anglo-normandes et à Guernesey. Je pense que c'est une affaire de quelques jours. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubertafond. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans la nuit de vendredi à samedi, nos amis britanniques ont officiellement quitté l'Union européenne. Nous sommes maintenant entrés dans une période de transition qui doit permettre de définir la future relation avec le Royaume-Uni. Cette période permet d'éviter une rupture trop brutale. Mais cette transition ne couvre pas tous les sujets. J'en vois un où la rupture est brutale, le volet citoyenneté. Aussi, le 1er février, les résidents britanniques sur le sol français ont perdu leur citoyenneté européenne et le droit de participer aux élections municipales françaises. Monsieur le Premier ministre, je suis député de Dordogne, un département qui compte près de 20 000 Britanniques, installés pour certains depuis de très nombreuses années. Ces personnes sont une véritable richesse pour nos territoires. Ils sont très investis dans la vie civique, ils participent à la préservation du patrimoine, ils financent nos services par leurs impôts. Pour toutes ces raisons, leur présence dans les conseils municipaux est bien acceptée par les citoyens et les élus locaux. Un élu britannique, c'était le gage d'une relation fluide entre des habitants de nationalités différentes. Mais au mois de mars, des centaines d'élus britanniques ne pourront plus siéger dans nos conseils municipaux. Certains ont participé à cette situation et ont demandé la nationalité française. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous soumets plusieurs interrogations. Tout d'abord, pouvez-vous nous indiquer si au niveau européen, la question de la citoyenneté est intégrée aux négociations? Si ce n'est pas le cas, est-il envisageable d'entamer une négociation bilatérale pour permettre à moyen terme aux résidents britanniques de participer aux élections? Enfin, pouvez-vous nous apporter des éléments sur les demandes d'acquisition de la nationalité française faites par des Britanniques? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, effectivement, vous avez raison de rappeler que vendredi à minuit, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. S'ouvre une période de transition pendant laquelle un certain nombre de discussions vont avoir lieu. Je crois qu'Amélie de Montchalin, Didier Guillaume en ont parlé. Je ne reviens pas dessus, ce n'est pas dans mon champ de compétences. En revanche, effectivement, le Brexit a un effet immédiat qui est celui de la perte du droit de vote et du droit d'éligibilité des citoyens britanniques sur le territoire français. Et donc ce sont mécaniquement plus de 46 000 citoyens britanniques qui ont été, comme vous l'avez souligné, radiés des listes électorales par l'INSEE. Le président de l'Association des maires de France a été informé par le ministre de l'Intérieur. Une circulaire a été adressée au préfet, puis aux maires pour pouvoir permettre d'informer ses électeurs. Et c'est malheureusement la conséquence de la sortie des Britanniques de l'Union européenne. De la même façon, les 757 conseillers municipaux qui siègent ne pourront continuer à siéger que jusqu'au renouvellement général de mars. Et puis, ils ne pourront pas se présenter à l'issue. Il y a évidemment, on peut regretter cette décision britannique, mais la conséquence immédiate est celle que vous avez décrite. Et évidemment, il n'y a pas de discussion sur ce volet de la citoyenneté.
Je voudrais néanmoins rappeler deux choses, monsieur le député. La première, c'est que ces personnes ont évidemment la possibilité de demander la nationalité française. Et vous savez que les Britanniques demandent de plus en plus la nationalité française. En 2016, ils étaient 1500. Ils seront 4000 en 2019. Et il y a toujours cette possibilité qui est ouverte et qui est la même pour les ressortissants. Les conditions, sont les mêmes pour les ressortissants de l'Union comme pour ceux qui sont hors Union. Et puis, nous avons prévu et aménagé des possibilités pour obtenir des titres de séjour, puisqu'il faudra obtenir des titres de séjour pour les citoyens britanniques. Ce sera possible jusqu'en juillet 2011 dans le cadre d'une plateforme que nous avons mise en place pour faciliter ces démarches. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Gabriel Serville. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe l'ensemble de mes collègues du groupe GDR ainsi que ceux des Outre-mer. Avant, on mutait discrètement les professeurs pédophiles et, si possible, dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin et on n'entendait plus parler. Monsieur le Premier ministre, cette phrase, prononcée de manière anecdotique, est celle d'une ancienne ministre interrogée sur l'affaire Matzneff. Au-delà de la polémique que ces propos ont pu engendrer ici et là, les populations des Outre-mer, qui doivent en permanence faire face à des histoires singulièrement douloureuses, ne comprennent pas et exigent des explications. Avant, on mutait, dixit la ministre. Avant, c'est quand précisément? On, c'est qui exactement? Et qui sont ces pédophiles dont elle parle? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et quid de ce qu'il se passe actuellement? Si c'était loin et on n'en entendait plus parler, comme dit la ministre, nous, parents, enfants et professeurs des Outre-mer, voulons savoir. Et le proviseur que je suis vient de loin pour avoir des réponses. Si ces propos étaient confirmés, nous serions face à un véritable scandale d'État. Un scandale qui témoignerait, une fois de plus, le peu de considération manifesté à l'égard des Outre-mer par certains de nos dirigeants, et je dis bien certains de nos dirigeants. Face à une liste non exhaustive d'interrogations qui jettent le discrédit et la suspicion sur tous les personnels mutés, cette situation déconcertante vous oblige. Face à une population qui perd confiance en l'autorité de l'État, la gravité des faits également vous oblige. Monsieur le ministre, la représentation nationale doit-elle solliciter une commission d'enquête parlementaire ou êtes-vous en mesure de réagir à la hauteur du scandale et de l'onde de choc qui en découle? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gabriel Serville, vous êtes un ancien chef d'établissement ultramarin, je suis un ancien recteur ultramarin et nous savons tous les deux que nous sommes extrêmement attachés à cette question de l'égalité des droits totale qui sont les mêmes évidemment dans l'Hexagone et Outre-mer. Et je comprends totalement votre émotion, il est évident qu'il ne saurait y avoir la moindre différence sur un tel sujet, d'autant plus que derrière votre question, il y a non seulement le sujet de l'outre-mer, mais plus généralement la capacité à protéger notre système contre la pédophilie. Bien entendu, vous le comprenez bien, je ne suis pas comptable des propos de Madame Royal. Et la première personne à interroger, c'est évidemment elle. Qu'a-t-elle voulu dire lorsqu'elle a dit ça? Je n'ai aucun élément probant venant à l'appui de tels propos. Donc avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, il faut évidemment savoir sur quoi elle se base pour dire une chose pareille. Pour ma part, sur des faits dont elle parle qui seraient antérieurs à sa fonction assez ancienne maintenant de ministre délégué à l'éducation, je n'ai absolument aucun élément pour corroborer cela. En revanche, je comprends complètement l'émotion que ça a pu susciter, mais qui, je pense, tout ceci n'a pas de fondement. En tout cas, sur la situation actuelle, il y a une loi de 2016 qui est parfaitement claire sur ces enjeux et qui nous amène à examiner, pour tous les personnels de l'éducation nationale, l'existence éventuelle de condamnations liées aux enjeux de la pédophilie. Et il va de soi que chaque fois qu'une personne est dans ce fichier, elle ne peut pas être titulaire de l'éducation nationale. La règle est très claire, elle vaut évidemment autant pour la métropole que pour l'outre-mer, ça va de soi, mais votre question me permet de le préciser et de dire évidemment à la fois ma compréhension de l'émotion qui a été suscitée et en même temps le fait que nous garantissons qu'il n'en soit rien aujourd'hui, évidemment. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.
La séance est suspendue.